Et ensuite, on Donc là, oui, on le coupe parce que Ouais. c'est ça qui nous a. Mais, plus, et maintenant, on partage le diaporama. le gymnastique. Hein. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu mets, je me Attends, faites bien attention. Ouais. Donc, rebonjour à toutes et tous. Merci d'être là, si nombreuses et nombreux pour cet après-midi, cette première après-midi de notre colloque. So welcome and thank you all for still being here on this beautiful first day of the symposium on native podcasts, which is entitled Bon, je pose mon chewing-gum et... When News, Podcasts and Storytelling Meet. Donc, en français, mode de narration et d'écriture du podcast. Donc, autour de cette table, 5 intervenantes et intervenants pour 4 communications que je vais présenter successivement, mais que je nomme tout d'abord. Donc, Cécile Detraz, Jaircio da Silva, Cécile Méadel, Lucie Alexis et Marion Ferrandré. Donc, les différentes interventions qu'on va avoir le plaisir d'entendre, elles portent sur des thématiques très différentes, mais qui, c'est ce qui nous est apparu à la construction du programme, sous-entendu par une problématique commune qui est de savoir s'il y a une spécificité médiatique du podcast et si oui, où se loge-t-elle? En quoi le podcast natif porte la trace d'une généalogie médiatique, la radio bien sûr, mais aussi peut-être d'autres formats plus éprouvés de la presse écrite, de la télévision, etc. Et en quoi peut-il être question de nouveautés, de continuité, de renouvellement, etc. So the various contributions we have received made us appear to us that there is a thin red line, a common thread among different panel propositions that rely into the question, which is the one that will be discussed in this panel, which is there a media specificity to podcasting? And if so, where does it fit in? And in what way does native podcast bear the trace of a media genealogy? Radio, of course, but also television, newspapers, etc. And at the same time, how does it offer something new or a new renewal of these codes if they exist? And what are the role of narrative device at stake? Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Lucie Alexis, parce que j'ai changé d'avis dans les ordres, parce que ça me semblait pas du tout logique. Donc, Lucie Alexis, tu es maîtresse de conférence à l'université Grenoble et membre du GRESEC. Et tes recherches portent notamment sur la notion de service public en audiovisuel et sur les médias traditionnels et culturels et leur reconfiguration numérique. C'est vrai. Et je te laisse tout de suite la parole. The floor is yours. Yes. Okay. Il est allumé en principe. Ok. Sûr? Si, il est allumé. Là, vous m'entendez? Il est allumé. Ok. C'est drôle. Ok, merci beaucoup. Petite précision, j'ai tenté les slides en anglais avec ChatGPT. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner, donc désolée d'avance pour les anglophones si c'est très approximatif. Voilà. Alors, je souhaite m'intéresser aujourd'hui aux différents emplois des archives audiovisuelles au sein des podcasts natifs. Et l'enjeu pour moi, c'est de voir comment un élément qui est soit radiophonique, soit télévisuel, qui a déjà été archivé, va être repris dans ces productions sonores. Bon, ça ne tient pas trop, mais oui. Je poursuis un peu le travail qu'on a présenté ensemble à la SFIC au sein du panel Opcast, qui était spécifiquement sur les questions méthodologiques. Voilà. Donc, autrement dit, là, mon intérêt aujourd'hui, c'est de réfléchir à la sélection d'extraits, à la récupération des sons et à la récupération d'images aussi, qui sont sonorisées dans le cadre de podcasts natifs. Bon, attends, je vais essayer de le tenir comme la Starac. Ouais, il faut faire quelque chose. Je te tiens. Non, tu vas pas faire ça pendant 20 minutes. Alors, cette idée d'image sonorisée, je l'emprunte à Guylaine Guéraud-Pinet qui, dans son travail de recherche en général, parle d'images musicalisées. Et donc, pour elle, c'est l'association de fragments d'images mis en musique à partir de titres préexistants. Je me suis un peu emparée de cette expression en me disant que cette idée d'image sonorisée pourrait renvoyer donc à une association de fragments d'images préexistantes,
mis en son à partir d'extraits soit issus de la radio, soit issus de la télé, et qui, du fait de leur sélection, va participer pleinement à la construction d'un récit journalistique, fictionnel, du documentaire, etc. Donc, plus particulièrement, mon objet de recherche, il va se construire aujourd'hui autour de la manière dont la mobilisation d'archives audiovisuelles participe d'un processus de construction d'une mémoire audiovisuelle. Alors, j'en suis un peu au début, vous excuserez un peu ce côté work in progress, hein. Mais bon, pour le 15 janvier, ce sera une recherche absolument aboutie pour la publication, je vous promets. Donc, l'hypothèse que je formule pour aujourd'hui, c'est qu'en fonction du genre du podcast, donc fictif, documentaire, information, les archives présenteraient des statuts qui sont distincts et peuvent m'engager à réfléchir à leur contextualisation, voire à penser une forme de décontextualisation de celle-ci. Alors, je vous explique très rapidement le corpus que j'ai constitué. Il vise à traiter donc à voir si le podcast peut participer d'une construction de cette mémoire de la télévision et de la radio. Et au cœur de ma réflexion, il y a plusieurs questions finalement. Il y a l'idée de mise en récit d'événements médiés par la télévision et la radio qui est récupérée au sein du podcast, la sélection des extraits audiovisuels et la récupération de ces sons, de ces images, le statut des archives dans le podcast, les commentaires de ces archives, autour de ces archives, la place des témoins, plutôt des témoignages ici. Donc deux podcasts qui constituent mon corpus, qui sont produits par des entités du service audiovisuel public. Ce ne sont pas des podcasts d'actualité ou d'information, peut-être qu'on pourrait appeler ça des podcasts de création, je ne sais pas, à définir. Alors le premier, c'est Ils l'ont vécu. En fait, depuis 2022, c'est une série de podcasts qui existe depuis 2022, qui a été produite par Radio France, France Culture plus spécifiquement. Donc l'idée, c'est que chaque saison correspond à 4 podcasts, en 4 épisodes, qui racontent une journée qui a fait basculer l'histoire, je cite. L'idée pour les auteurs, c'est de puiser dans les archives de l'INA et de Radio France, principalement, pour raconter donc une journée absolument historique à travers les témoins. Chaque saison va suivre une progression globale, mais un même découpage, en fait. Donc, il y a forcément des différences de focale selon les événements, hein. En gros, on a un premier épisode qui précède juste l'événement. Donc, on a la préparation, le contexte, juste avant le moment clé. Alors, le moment clé en question, c'est par exemple la victoire des Bleus en 98, la traque de Ben Laden, l'insurrection du ghetto de Varsovie. Là, il y avait Pinochet. Enfin, voilà, c'est un peu ce genre de sujet. Deuxième épisode, la montée en puissance. Troisième, l'acmé de l'action. Et quatrième, les suites et les conséquences directes du moment. Donc, le soir, le lendemain. Deuxième podcast, Les Nuits du bout des ondes. C'est un podcast qui a été écrit et réalisé par Marine Beccarelli, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent ici, Viviane Chaudon et Clara Lacombe. Ça a été un podcast qui a été produit en 2019 et c'est un projet lauréat. Je pense qu'il faut montrer ça un peu plus pour qu'il c'est un problème de fini. Voilà. Allez, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, c'est un projet lauréat d'un appel qui a été lancé par INALAB en 2019. Alors, ce n'est pas le INALAB d'aujourd'hui, mais c'était un autre INALAB, du coup, dans le cadre d'un appel à projet pour des jeunes auteurs. Le discours d'escorte de ce podcast le présente comme une série de fiction radiophonique à base d'archives. Donc, on est sur 10 fois 15 minutes, en gros. Donc, c'est 2 séries, deux podcasts que j'ai choisis principalement car les archives, principalement issues de la télé et de la radio française, en étaient la matière première. Ces productions audiovisuelles, elles participeraient, me semble-t-il, à un processus de patrimonialisation d'une mémoire audiovisuelle. Alors, je m'inscris clairement dans la définition de la notion de patrimonialisation qui a été définie par Jean Davalon. Je ne l'ai pas mise ici, mais je vous la lis très rapidement. Du point de vue de l'approche communicationnelle de la patrimonialisation, c'est-à-dire une approche de la construction d'une relation des hommes du présent à ceux du passé, assurant une continuité culturelle de la société. Lorsqu'il y a continuité dans la transmission de savoir, nous serions du côté de la mémoire collective. Elle s'appuie sur la mémoire individuelle des faits, des pratiques et des savoirs. Excusez-moi, je vais un peu vite. Donc, ces podcasts seraient ainsi des espaces qui patrimonialisent finalement cette culture audiovisuelle, radiophonique et télévisuelle. L'idée pour moi ici, c'est un peu de pister les archives. Alors, cette expression de pister les archives, je l'emprunte à un collectif de recherche franco-brésilien qui s'appelle AMI, Projet international de recherche, auquel Marie-France Champ-Oyan, qui est là-bas, participe et moi-même d'ailleurs. L'idée, c'est un projet vraiment autour des archives audiovisuelles. Et donc, ici, avec cette idée de pisser l'archive, j'entends un peu mettre au jour les pratiques d'écriture du podcast qui mobilisent les archives en travaillant leur contenu,
mais aussi à leur fabrication et donc aux pratiques professionnelles qui sont liées à la production de ces podcasts. C'est un corpus en construction qui pourrait être tout à fait étoffé et qui mériterait d'être étoffé d'ailleurs. Alors, les outils méthodaux que j'emploie ici, ils sont multiples, mais complémentaires néanmoins. Donc, pour appréhender un peu l'analyse de ces témoignages, de ces archives audiovisuelles dans le format podcast et leur sélection par celles et ceux qui font le podcast, ma proposition méthodologique, elle est assez classique finalement en sciences de l'information et de la communication. C'est de croiser différentes perspectives, en l'occurrence l'analyse du discours d'escorte, l'analyse sémio ou de contenu. L'entretien avec les acteurs et l'analyse de documents professionnels. Je rentre un tout petit peu dans les détails de ces enjeux méthodaux. Donc, l'analyse du discours d'escorte me permet de comprendre la manière dont les projets sont présentés aux auditeurs. Alors, c'est soit sur le site internet, soit dans la présentation des podcasts en eux-mêmes. Ils vont me permettre simplement une première approche de l'objet et participer de l'acte commissive qui est formulé par le média. On lit notamment, et là, ça va vraiment m'intéresser, le genre du podcast. Et donc, je m'inscris vraiment dans ce que François Jost travaille en termes de genre. Il considère le genre comme, je cite, une promesse qui entraîne chez le spectateur des attentes que la vision du programme met à l'épreuve, donc s'agissant de la télévision. Alors, pour Ils l'ont vécu, on peut lire que, vous le voyez à l'écran, que ce podcast raconte une journée qui a fait basculer l'histoire, revivez ce jour-là, heure par heure, en archive et avec les témoignages de celles et ceux qui l'ont vécu. La conseillère au programme de France Culture, Camille Renard, m'indiquait justement un petit peu me racontait un peu qu'il y avait vraiment cette idée de raconter un basculement de l'histoire et que le récit se basait sur une narration en archive. C'est vraiment une expression qu'elle reprenait, que je trouve assez intéressante avec cette étymologie du « en », revivre dans les archives, finalement, cette journée, et puis des témoignages réels. Donc, elle est puisée dans la documentation, et donc là, on lit clairement le genre du documentaire qui est affiché dans le discours d'escorte. Dans Les Nuits des bouts des ondes, là, on est sur, je cite, une série de fictions radiophoniques à base d'archives. Donc, on a clairement le caractère sériel, le genre de la fiction qui est posé. Et donc, c'est très différent du premier podcast. Les archives ici viennent donc au service de la fiction. Tout ça pour dire que les discours d'escorte invitent d'emblée à penser à deux usages distincts des archives, notamment du fait de la construction générique, donc générique pour genre, pas pour général, de l'objet, donc d'une part des archives pour documenter, et d'autre part des archives pour construire la fiction. Au niveau de l'analyse sémio de mes objets, et ça ne sera pas du tout ce que je vais travailler plus précisément aujourd'hui, mais je l'expose quand même, j'appréhende cet objet du podcast par le biais de plusieurs axes sémiotiques. Vous avez ici une définition très large de la manière dont je peux, du point de vue théorique et méthodologique, m'inscrire dans l'approche sémio, donc d'Elena Muratidou, mais je ne vous la lis pas. Moi, j'ai plusieurs axes là dans la manière dont j'appréhende ces objets. C'est d'abord un travail autour des structures narratives, donc mettre en évidence les différents éléments qui sont montés, une adaptation de la théorie de l'énonciation éditoriale, là évidemment je m'inscris chez Jeanneret et Souchetier, pour identifier les sources et les personnes qui sont interviewées et rendre compte d'une forme de polyphonie énonciative qui est à l'œuvre. Évidemment, ça m'intéresse ici dans le cadre de la sélection des archives, pour voir finalement comment elles sont sélectionnées et comment elles sont inscrites. Donc ça revient à mettre en évidence différentes couches, différentes strates qui vont se superposer et donc révéler une forme de séquençage. Donc c'est un peu à terme, l'idée ça sera un petit peu de faire ça, de faire des séquençages comme ça et puis d'essayer d'en tirer quelque chose narrativement parlant, mais encore une fois c'est pas du tout là-dessus que je vais travailler aujourd'hui. Mais ça me semble absolument essentiel pour aborder cette question de la contextualisation des archives, j'y reviendrai ensuite. La mise en lumière de ces choix sémiotiques, elle est éclairée par le fait de recouper avec des entretiens avec les acteurs, avec les professionnels plutôt. Et pister ces archives, c'est forcément essayer de comprendre finalement à différents niveaux de la chaîne de production, direction, conception, coordination, comment elles ont été sélectionnées et puis comment ce podcast a été fabriqué in fine. Je dis ça parce que l'écoute des titres de podcasts me donne le sentiment que les archives sont plus ou moins fondues finalement dans le montage selon les épisodes et que les archives, elles sont parfois un peu cachées dans la narration. Et l'intérêt de cette approche un peu plurielle pour moi, c'est vraiment de croiser, quand je croise entretien avec les acteurs et regarde un peu sémio, c'est un peu de retrouver la trace finalement des archives et comprendre les intentions des concepteurs, analyser la manière dont elles vont ensuite être pensées au sein du récit, et puis finalement essayer d'identifier les archives sélectionnées et comprendre la construction narrative qui est faite.
et comment ces contraintes narratives vont se rencontrer. Donc, c'est une forme d'enquête auprès des professionnels pour éclairer leurs pratiques du travail aux archives, puis des archives, et ensuite de travailler concrètement sur le matériau. Donc, c'est vraiment des allers-retours. Et puis là, vous avez juste les professionnels que j'ai interrogés pour l'instant, en sachant que c'est pas du tout exhaustif et que d'autres sont à venir. Et puis, deux autres points avec ces entretiens, c'est qu'ils lèvent aussi le voile sur les enjeux institutionnels d'utilisation des archives. Donc, cette forme de patrimonialisation s'inscrit dans une économie de mise en valeur aussi des fonds de l'INA et des fonds de Radio France, qu'il s'agit d'utiliser et de faire revivre à moindre coût, évidemment. Et enfin, il me révèle, ces professionnels, les modalités d'accès aux archives. Et dans les deux cas, je montrerai tout à l'heure, il y a une forme de débrouillardise que j'essaierai de vous expliciter. Et enfin, le troisième temps, c'est l'analyse de documents professionnels. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un intérêt d'avoir un peu le brief de départ et puis de voir comment les auteurs se saisissent de ces échanges de mails, en fait, entre le producteur du podcast et puis l'auteur qui va s'en saisir. Donc là, par exemple, j'ai un mail de la conseillère au programme numérique que vous voyez pas du tout, j'imagine, hein, de la conseillère au programme numérique de France Culture, mais vous allez me croire sur parole, du coup, qui explique du coup le canevas des épisodes. Elle dit: j'ai commencé à y mettre quelques liens, une suggestion grossière de découpage. Après, elle donne accès à un Google Doc pour les ressources qui ont déjà été constituées par une documentaliste de l'INA. Voilà, bref, tout ça pour dire que je vais aussi étudier ces documents professionnels et ces échanges avec les auteurs pour voir comment ils sont cadrés au départ et quelle est la réponse qui est faite in fine. Donc, en réalité, qu'il s'agisse d'entretien ou de documents pro, pour moi, il est vraiment question d'éclairer les éléments d'écriture du podcast. Et le fait de faire moi-même, à la main, le découpage de la trame narrative va pas me suffire à aller pister ces archives. Et cette étude, elle s'inscrit dans une réflexion qui est plus globale pour moi, autour de la notion de format audiovisuel. Et bien sûr, ces écritures vont dépendre des conditions d'écriture. Et donc, de fait, l'étude de la forme, donc l'approche plus sémiologique, ne peut pas être dénuée des conditions de production de ces écritures. Je ne sais pas si vous me suivez, mais tout ça pour dire que les enjeux économiques, politiques, en termes d'identité professionnelle, les conditions de production technique, les questions de diffusion, de réception et d'industrialisation des formats, les effets d'industrialisation des formats, me semblent absolument essentiels pour essayer d'aborder ces archives, essayer de les comprendre et de voir comment elles ont été sélectionnées et in fine fabriquées dans le podcast, enfin comment elles ont concouru à fabriquer ce podcast. Donc, tout ça pour dire que c'est une entrée assez classique en sciences de l'info quand même. Je rentre donc dans le deuxième, enfin même dans le plan, hein, et hop, comme il me reste 5 minutes, pardon. Un point donc sur les archives comme contrainte narrative de la fiction et du documentaire. Je reprends mon hypothèse de départ qui était que les archives auraient des statuts distincts en fonction des genres, donc genre du podcast fictif, documentaire, et en fonction de ce genre, alors on peut penser à des modalités de contextualisation, de recontextualisation ou de décontextualisation de ces archives. Alors vraiment, encore une fois, je m'inscris vraiment dans la réflexion autour de la promesse des genres de Jost sur la télé, que je vais remobiliser pour ce nouveau format médiatique. Les émissions, elles sont conçues comme des promesses, des propositions de sens qui sont faites par les médias en vue de stratégies spécifiques. Et s'agissant de la télé, François Jost va considérer le genre comme une promesse qui entraîne chez le spectateur des attentes que la vision du programme met à l'épreuve. Dans Ils l'ont vécu, il y a une inscription très forte dans la tradition du documentaire radiophonique. Je crois que je n'aurai pas trop le temps de passer les sons. Si je peux, à la fin, je les fais. Mais bon, là aussi, je vous invite vivement à aller... Peut-être un son. Peut-être un son? Ok. Donc là, je vous passe la track de Ben Laden. Oui. Je sais pas comment je fais. Sur la tranche. Il parle de l'homme qui suit. Johanna Bedeau, Gilles Marty-Rossian. Si vous le voyez penché, trébuché, Le 2 mai 2011, la traque de Ben Laden. s'il donne la main à un enfant comme ça, je ne sais pas si c'est devenu C'est la dans la main nuit du 1er au 2 mai 2011. invisible. C'est pas Donc, grave. on entendait en gros un vacarme et une date annoncée par une voix. Pardon, je te remets le micro. C'est à moi, pardon. Ok. Je pourrais vous les envoyer, mais vous allez les voir. C'est évidemment... Oui, c'est libre. parce que c'est les deux autres micros qui sont là-dessus, mais pas celui-là. Enfin, alors, comme il me reste 4 minutes, c'est aussi bien. Ça m'arrange. Alors, je le disais tout à l'heure, les archives sont vraiment la matière principale ici de cette reconstitution qui se veut historique.
de ce découpage qui est souhaité, je cite la conseillère au programme numérique, sans intervention d'historiens, constitué uniquement de témoignages inédits en archives et avec un suivi le plus chronologique possible. Dans le mail de Camille Renard, ici, donc la responsable du pôle vidéo, la promesse aux auditeurs, elle est formulée très clairement, hein, c'est écrit « Promesse pour l'auditeur, : la force de l'émotion par le témoignage avec l'ambition d'un programme de transmission des savoirs dans une forme de narration en série spécifique au podcast, suspense d'un épisode à l'autre, implication de l'auditeur, jeu sur l'ironie tragique, l'auditeur sait dès le départ ce qu'il va se passer à la fin, etc. etc. » Ensuite, il est indiqué, toujours dans ce mail, la question du format, donc ce qui est considéré comme le format, hein, qui emprunte clairement aux logiques linéaires. Donc, il y a un vocabulaire autour de l'antenne, enfin, qui reprend complètement celui de l'antenne, la question de collection, d'épisodes, uniquement de témoignages. Bref, on est vraiment dans la tradition du documentaire radiophonique et les thématiques sont, les saisons aussi sont les thématiques qui sont déployées. Donc, autrement dit, ça me fait un petit peu dire que là, la radio qui fait du podcast, en tous les cas avec ce podcast-là, ça serait quelque part une radio sur le web, et c'est dans le contenu qu'on peut lire sans doute une forme de créativité un peu plus affirmée. Notamment, c'est une collection de podcasts originale que j'ai conçue, etc., etc. Dans Les Nuits du bout des ondes, là, on est plutôt face à un laboratoire d'expérimentation qui est basé sur les archives. Donc, Inalab, c'était un appel à projet pour de jeunes auteurs à l'époque qui leur proposaient de prendre tout ce qu'ils voulaient dans les archives de l'INA et s'en emparer. Et l'idée, c'était de faire dialoguer les archives avec des histoires personnelles, des réflexions sur notre époque ou des émotions artistiques. Clairement, avec ce podcast, on est dans une fiction sonore. L'histoire, c'est celle de Jean, qui est taxi de nuit, et donc le pitch, c'est celui-ci. Il nous entraîne, du coup, je ne peux pas vous le diffuser, donc je vous le lis, il nous entraîne dans les méandres du Paris nocturne pour une nuit entière, passé sur sa banquette arrière, heure après heure, la réalité se confond avec ses rêves et le passé se transforme en éternité, des rencontres étranges, en changement de fréquence. Jean explore la nuit dans toutes ses dimensions. La narratrice est d'ailleurs une présentatrice, donc j'ai complètement oublié le nom, de l'époque, avec une voix un peu à la Macha. C'est pas elle, mais du coup... comment? Non. Non, mais j'ai oublié le nom. Mais bon, je vous le redirai après, si vous voulez. Alors, juste quelques verbatims ici qui me semblaient intéressants, notamment une des autrices qui dit, dans le déroulé, tu vois, on n'avait pas du tout écrit l'histoire, on savait vaguement qu'un chauffeur de nuit, ce serait assez pratique pour nous emmener à plein d'endroits. Enfin, du fait qu'on n'avait pas ces thématiques et ces archives, qu'il y avait un personnage, il y en a eu un deuxième qui est apparu, mais c'était complètement organique, une histoire en tête qu'on voulait raconter. En fait, on retrouve là clairement un découpage en épisodes, le même code que le podcast précédent, sauf que on n'est pas dans une collection. L'idée, c'est vraiment une série qui se va décliner en 6 épisodes et qui, en fait, est surtout travaillée à partir des archives et du genre fictionnel ici, structuré par les archives. Ce genre est structuré par les archives, pardon. C'est vraiment la matière première au déploiement de la narration. Une autre autrice me dit, nous, ce qu'on voulait, c'était faire un voyage dans la poésie de la nuit. On est vachement parti des archives, finalement, pour construire un peu l'histoire. On avait cette idée et assez vite, on a eu envie de raconter une histoire un peu fictive, finalement, avec ce personnage. Mais en fait, c'était surtout les archives. Dans ce podcast, il y a 2 types d'archives qui sont travaillées, des sons d'ambiance et puis des extraits d'émissions de radio, donc notamment Allo Macha qu'on vient de citer, le Pop Club, etc. Au final, je reviens à cette idée que les archives, dans les 2 podcasts du corpus, sont la matière première, les contraintes narratives, qu'elles soient fictionnelles ou documentaires. C'est une forme d'intuition un peu que j'avais avec cette expression de matière première. Matière première, c'est une matière qui est à l'état brut, qui après collecte, après transformation, est réutilisée pour un autre usage. Alors, du coup, je me suis aussi interrogée sur ce qu'était le terme d'archive. C'est un peu un gros mot. Je ne suis pas très à l'aise avec ce terme, mais je la définirais comme un document qui est créé, pensé pour un usage social, qui est alors détourné par un usage second. Et ce second usage, ici, il a pour projet la connaissance et il devient un des éléments du projet de création. Et il faut que je conclue, d'accord. Alors du coup, pour conclure, je voudrais, j'ai pas fait ma 3e partie, c'est pas très grave, je voudrais convoquer un peu la notion de Philippe Marion, que je trouve très opérante dans le cas qui nous occupe, qui est la médiagénie. La médiagénie, c'est la capacité d'un récit à se sérialiser de manière optimale en choisissant le partenaire médiatique qui lui convient le mieux. Autrement dit, le potentiel médiagénique de l'archive me semble être saisi ici différemment en fonction du genre du podcast. Du côté dit long vécu, on a une forme de remédiation des archives pour traiter de sujets qui ont une très forte présence médiatique. Du côté de la nuit du bout des ondes, les archives, elles permettent précisément de reconstituer une ambiance qui est propre à la radio de nuit. Et donc, pour conclure, c'était simplement cette idée de décontextualisation des archives. Pendant 1 minute, si tu me permets. 1 minute, pas plus. OK.
Donc une forme de décontextualisation des archives, simplement parce que dans la nuit des bouts des ondes, en fait, elles se sont confrontées finalement au temps très très large de l'INA. Donc à chaque fois, il fallait 3 mois pour avoir accès aux archives. Ce qui n'était pas possible pour elles, parce qu'elles le disent très bien, il faut absolument qu'on teste les archives, qu'on les teste dans le son et dans la matière pour voir si on peut les utiliser. En fait, ça produit quoi au final? Ça produit que certaines archives n'ont pas été recensées, et donc ne sont pas indiquées. Donc c'est à la fois raconter une histoire qui n'existe pas au départ, donc, on est dans la fiction, mais en même temps, ces archives ne sont pas nécessairement réindiquées ensuite et ne sont pas proposées à titre informatif pour les auditeurs. Et pour le deuxième podcast qui m'intéressait dans l'idée de décontextualisation, c'est cette série particulièrement sur le ghetto de Varsovie, qui en fait, alors quand on l'écoute au départ, on se dit mais c'est incroyable, on a des entretiens de personnes rescapées. En fait, pas du tout. Ce sont des archives qui sont rejouées, qu'elle est allée chercher dans un musée à Varsovie, l'autrice. Et donc, ce sont des archives qui sont rejouées, qui sont mises en scène, qui ne sont pas nécessairement écrites dans les paratextes comme étant finalement remises en scène. Voilà, je m'arrête là parce que je n'irai pas beaucoup plus loin, mais vous pourrez lire le texte peut-être autour de cette idée de décontextualisation des archives qui m'intéresse vraiment du coup dans le cadre du podcast, parce qu'il me semble que à la télévision, on ne fait pas forcément dans ce flou finalement autour de la mobilisation d'archives. On va un petit peu fondre comme ça dans l'histoire ou dans le documentaire et dont on ne va pas forcément dire le nom. Je ne sais pas si je suis hyper claire, mais bon. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup à Lucie Alexis. Donc le panel étant riche, je vous propose qu'on procède comme on l'a fait ce matin, à savoir de garder vos questions, notez-les et on prendra un temps de questions à la fin du panel. Et donc je me tourne désormais à ma gauche avec deux chercheurs et chercheuses du charisme, donc Jair Da Silva et Cécile Meadel. Jair Da Silva, tu es docteur en sciences de l'information et de la communication et post-doctorant pour la chaire PCEN et tes recherches, on va même te tutoyer parce qu'on te connaît depuis quelques années, tes recherches portent sur les usages du numérique et entre autres les transformations opérées par les formes de médiation technologique, qu'elles soient virtuelles, immersives ou génératives, et ça va le propos de cette communication. Et Cécile Meadel, vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication ici même, donc à l'IFE au charisme, et membre du groupe de recherche Opcast et du comité de prospective de la CNIL. Voilà, je m'arrête là et je vous laisse tout de suite nous présenter votre communication à 4 mains intitulée « La technologie est-elle soluble ?» dans le podcast « Études de cas sur le métavers ». Juste une question, il y a un Je vous laisse peut-être venir ici. Il y a un MP3 Oui. Non, il est dans le. Non, il est dedans, donc on est bon. C'est un Ouais. problème. Okay. Vous voulez peut-être venir ici pour… Moi, je peux passer. Je peux plus réduire maintenant. On va peut-être les changer de place, non? Ça va pas plus. On va pouvoir passer là. Pendant que les collègues ça peut être Non, c'est le partage. PowerPoint, C'est le partage. Ça a l'air de marcher, non? oui. Ça a l'air de marcher maintenant. Ouais, mais non, ça va pas le faire comme je voulais. Pourquoi? Ça a l'air d'être ça. Ok. Ça a l'air de… Ouais, ça a l'air de marcher. Allez. Je passe les places, s'il vous plaît. J'ai pas pris. Non, j'ai changé de place, je vais le faire. On peut. Je peux faire un petit signe. Voilà. Je peux le faire si tu veux. Ça débute, vous avez beaucoup de bonnes Je sais pas. Oui, merci Flore pour l'introduction. Donc, là, en fait, on est parti de l'idée que le podcast était un support de communication qui était apte, dans tous les cas, on fera l'hypothèse qu'il est apte à faire évoluer son média de référence, la radio, et qu'il apporte une parole différente, avec en tout cas une économie des contenus qui serait modifiée. Je pense qu'il y a eu des exemples, il y en aura encore plus demain, de la capacité du podcast à saisir et à diffuser une parole qui explore, par exemple, les expériences personnelles, les émotions, etc.
Pour autant, alors la question que nous nous sommes posée, c'est de savoir est-ce que le podcast est apte à se saisir au sujet et en particulier de ceux qui ne sont pas traités par les médias dominants. En fait, le podcast n'est pas inséré dans une grille horaire qui est structurante, comme celles de la radio. Il n'y a pas le palimpseste de la programmation, il y a plus de souplesse pour la durée des interventions, moins de contraintes de programmation, etc. Et donc, en fait, partant un peu de cette hypothèse liminaire, nous sommes... peut-être. Comme vous voulez. Donc, nous nous sommes penchés, parce que nous travaillons par ailleurs sur ce dispositif, sur un phénomène, et je l'appelle un dessin phénomène, qui a agité l'espace politico-médiatique, mais qui reste quand même profondément abscon, qui est le métavers. Alors, le terme a surgi en 2021 quand Facebook se l'est approprié en faisant des éléments centraux de sa stratégie d'entreprise, ce qui a déclenché un grand nombre d'articles dans les médias et des prises de parole sur les réseaux sociaux numériques. Je note l'heure pour pas me tromper. 50. Donc, en fait, les médias ont traité du métavers, et beaucoup, mais d'une manière homogène et très convenue, en se cantonnant à un discours techno-prophétique, peu informé d'ailleurs, ou alors une espèce de dénonciation, dans le cadre d'une énonciation plus globale du capitalisme des plateformes. Il y avait quelques rubriques technologiques qui sont un peu sorties de la chose, mais c'était relativement rare. Alors, pourtant, il nous semblait que le métavers était un phénomène, je continue, dont les caractéristiques pouvaient intéresser le podcast. C'est un phénomène qui nourrit l'imaginaire, hein. D'ailleurs, il vient de l'univers de la science-fiction. Il invente un monde qu'il présente comme nouveau, il explore les possibilités de l'ubiquité, de l'omniprésence, de l'uchronie, etc. Et on a même un podcast chez Jérôme et François qui se place lui-même dans un métavers, dans un univers métavers à travers lequel il circule, il propose, il rencontre des invités, etc. Et donc, on s'est demandé si le podcast, enfin, c'était un peu l'intuition provoquée par le colloque, est-ce que le podcast allait fournir justement des supports, enfin, des voies alternatives? Est-ce qu'il allait faire émerger un autre format moins traditionnel? En fait, tout ça, ça se situe dans le cadre d'un projet de recherche qu'on a avec la chaire pluralisme numérique, pluralisme culturel et éthique du numérique, qui est une chaire Paris 1, Paris 2, qui est hébergée au Charisme. Et dans ce cadre-là, on fait une cartographie du métavers. Et cette cartographie, elle montre que le métavers, il y a trois phénomènes qui prédominent, trois technologies qui prédominent. Il y a la réalité étendue, ce qu'on appelle réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, comme on voudra. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la blockchain, avec les NFT, les crypto-monnaies, les smart contracts, etc. La troisième, c'est une sorte de méta-internet qui pourrait permettre d'établir un seul dispositif avec une pluralité de services interconnectés. Et évidemment, j'en parlais avec Gerso tout à l'heure, là-dedans vient encore en surplomb l'intelligence artificielle générative qui va traverser ces différentes technologies, venir les modifier et les transformer. Et donc, on voit dans les discours qui sont tenus sur le métavers, qui sont l'objet de la cartographie qu'on est en train de faire, on voit que ces approches, elles peuvent exister de manière distincte, ou alors elles peuvent se combiner de manière à la fois labile et incertaine. En tout cas, on voit que le métavers, dans les trois cas, se fait métaphore pour désigner le futur de l'Internet, de nos manières de communiquer, de faire du lien, de consommer et d'interagir. Donc, dans cette cartographie qu'on a commencé en avril 23, on enquête sur la manière dont le métavers se construit à travers un terme qui circule dans l'espace public français. Et
évidemment, l'espace public, on englobe toutes les prises de parole et de position dans les champs médiatiques, politiques et scientifiques. Alors, tout ça, c'est un travail comme celui de Lucie en cours, mais voilà. Ça nous a permis de construire un corpus dont vous voyez qu'il est constitué de 17 000 documents, non, c'était le précédent, 17 000 documents numériques avec des articles académiques, des livres, des rapports, des articles de presse, des émissions de télé, etc. etc. Et ce corpus, il commence quand le mot apparaît dans toutes les bases de données qu'on a interrogées, à partir de quand on parle de métavers, c'est en 2007, et il s'arrête en 2023 pour ce dont on va parler aujourd'hui. Et là-dedans, il y a un corpus de 13 000 tweets environ, qui nous a été fourni par l'INALAB actuel, et qui a constitué un point de départ particulièrement intéressant, parce que ces tweets nous ont permis de repérer et de voir qu'il y avait des podcasts qui étaient cités de manière récurrente, et on a pu repérer comme ça, à travers les tweets, un corpus de 125 épisodes de podcasts. Bon, pour aujourd'hui, puisqu'il fallait s'intéresser plutôt aux podcasts natifs, on a un corpus final de 72 épisodes, mais il y avait quelque chose d'intéressant si le colloque avait pu servir un petit peu de prétexte en disant tiens, voilà, on va parler podcast et métavers, pourquoi pas. En fait, on s'est rendu compte que vraiment, il avait des interrogations intéressantes sur est-ce que le podcast apporte justement, puisqu'il est cité de manière très présente, est-ce qu'il apporte un autre discours sur ce phénomène compliqué à suivre. Alors, dans les 72 podcasts, on voit qu'il y en a un tiers qui vient des médias spécialisés, presse écrite généraliste ou journalistes indépendants. Il y en a un tiers qui, en fait, sont réalisés par des individus indépendants. Alors, bon, j'ai pas le temps d'aller plus avant. Et puis, le reste, il vient de collectifs professionnels et du monde de la finance. Alors, en fait, on constate que ces podcasts, ils évoquent a priori d'abord un rapport assez direct au monde de la technologie. C'est-à-dire ça va s'appeler Rendez-vous Tech PAF, Trench Tech, etc. Mais en fait, c'est des approches qui sont très peu techniciennes et qui vont pas rentrer dans même la construction de l'architecture, la fabrique technique, les algorithmes, etc., qui vont surtout traiter de l'actualité industrielle au sens large du numérique. On le voit, non, je vais passer pour laisser la place, donc on le voit là dans le texte de présentation des podcasts, avec vraiment des termes qu'on voit. On est là à la fois pour comprendre, pour décrypter, pour décortiquer, pour faire une veille d'information là-dessus. C'est visible aussi ce poids de l'agenda industriel au sens large de l'agenda économique. Ça se voit dans la répartition des émissions dans le temps, où on voit que bien sûr l'annonce de Mark Zuckerberg en octobre 21 est clairement l'actualité qui va déclencher l'avènement du sujet. On a quelques émissions avant, il y en a 4 en fait pour les tweets, pour les podcasts, et sinon après en 21 et 22, les épisodes sont largement dominés par Meta, avec des trucs comme le lancement de casques et de réalité virtuelle, les prises de parole de Zuckerberg, les expérimentations, l'embauche à l'échelle européenne, et patin couffin. Et puis aussi l'actualité d'autres géants du numérique comme Microsoft ou Apple. Mais en fait, il y a des exemples de tests d'expérimentation dans le métavers, mais par exemple par des grandes marques qui investissent, qui font une opération dans le métavers, mais c'est rarement, ça fait pas l'objet vraiment d'émissions, c'est plutôt évoqué à titre illustratif. De la même façon, les politiques qui sont pas mal exprimés sur le sujet vont être cités, mais il ne va pas y avoir vraiment sur leurs propos.
On a constaté aussi qu'à la différence de l'univers anglophone, où il y a un podcast qui s'appelle The Metaverse, un autre qui s'appelle Metaverse, qui sont vraiment en train d'explorer tout ce que recouvre ce mot parapluie très global. En France, il n'y a pas de podcast qui soit vraiment saisi de manière centrale du métaverse. C'est morcelé en divers sujets. Donc notre communication, elle s'appuie surtout sur l'analyse des 72 épisodes de podcast. Je crois, et je crois pas sur Alors, donc, l'analyse qu'on a fait, c'était d'abord une analyse qu'on appelle du podcast ethnographie, mais c'est l'idée d'explorer ces podcasts, les comprendre, les organiser, et ensuite une écoute, en fait, de chaque émission avec des notes, justement, pour pouvoir comprendre. Après, comme Cécile a dit, on a un peu abandonné l'idée de présenter une définition du métavers, déjà pour notre cartographie d'une manière générale, parce que si on propose une définition de plus, elle va pas ajouter grand-chose, elle sera plutôt en conflit en fait avec celles qui circulent déjà, qui sont assez nombreuses. Donc, pour cette communication, on s'éloignait justement de cette définition du métaverse pour s'approcher du sujet justement qui est la narration et l'écriture de podcasts, en s'interrogeant justement, est-ce qu'une podcast est capable de proposer une approche propre en fait des innovations technologiques. Alors, donc notre première réflexion, c'est par rapport au mode de narration, donc d'écriture du podcast. On a donc deux résultats principaux qu'on voulait mettre en discussion. Le premier, c'est par rapport à la pluralité justement d'approches narratives. Comme les autres médias, donc le podcast, évidemment, il va traiter le phénomène en couvrant toute une gamme de positions sur l'impact du métavers. Il peut être assez critique, comme on voit, peut-être vous ne le voyez pas, mais dans les extraits en fait, des émissions, tant les animateurs comme les invités ils peuvent être assez critiques vis-à-vis du podcast en disant est-il réalisable, mais est-ce que le métavers est souhaitable? Donc, il se pose vraiment de questions sur la question, d'un point de vue critique. Mais on peut trouver aussi des choses qui sont un peu plus apologiques, comme comme par exemple, on se moque beaucoup de Zuckerberg, mais c'est assez prometteur, un nouveau web, c'est fascinant, etc. Donc, par rapport à ça, le podcast, vis-à-vis d'autres médias, il ne va pas ajouter grand-chose, parce que c'est une parole qui va circuler sur ces deux pôles différents. Par contre, on a identifié 3 points qui peuvent montrer justement cette pluralité narrative du métavers. Le premier, c'est que si on compare avec la radio, parce qu'on a un corpus de radio, des émissions radio de à peu près 700 émissions radio qui parlent du métavers, on voit qu'à la radio, le sujet du métavers, il est traité du point de vue économique. Donc, c'est souvent dans des émissions économiques et c'est souvent dans des radios spécialisées économiques. Donc, par exemple, pour la radio, 60% des émissions qu'on a collectées proviennent de cet univers grossier mais économique, alors que quand on regarde le podcast, le sujet du métavers, il peut circuler sur des espaces beaucoup plus pluriels, comme par exemple la science-fiction, le gaming, le marketing d'influence et, comme Cécile va montrer, cette idée d'une actualité du numérique. Après, le deuxième point, c'est l'idée aussi que dans les émissions podcast, on valorise quelque chose qui est de l'ordre de prospectif. Donc, tant les invités comme les animateurs du podcast, ils sont invités à imaginer, à narrer un futur, à explorer des possibilités. Donc, il y a une valorisation justement de cette parole qui est capable d'imaginer le futur, d'imaginer ce qui va être cet Internet du futur, cet métavers. Donc, il y a une valorisation de ça. Alors, dans les études sur la sociologie de l'innovation, on sait que ce qu'on appelle justement d'anticipation fictionnelle, c'est-à-dire les innovations, elles passent justement sur cette capacité à produire de récits et à imaginer des choses. Alors, dans les émissions podcast, on voit justement un appel à un imaginaire. On a même, pour une émission podcast anti-brouillard, on a Aurélien Fache qui est présenté comme futurologue expert. Donc, quelqu'un qui est expert dans le futur, qui est capable d'imaginer, de donner des possibilités. Ensuite, le troisième point qui montre cette pluralité justement d'approches narratives est l'idée justement que, par exemple, même si on a beaucoup d'émissions de talk, c'est-à-dire sur les 72, on a 54 qui sont des émissions de talk, on voit parmi les podcasts qu'on a analysés la possibilité de faire justement de la fiction.
Et ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les autres médias. Et on ne retrouve pas, par exemple, à la radio. On retrouve à la radio des chroniques d'humour, on rigole, on se moque un peu du métavers, mais on ne fait pas de métavers narratif fictionnel. Et dans le podcast, par exemple, ce podcast Unfollow, c'était justement l'idée de vivre dans un métavers. Donc, il raconte une élection présidentielle qui se passe en 2047. Donc, il explore justement ces cultures-là par une approche qui est justement fictionnelle. Donc, et aussi par rapport à la question narrative, donc on voit dans ces trois cas une idée de se distancier de l'image et de parler du podcast par le descriptif, par le débat, par la capacité créative, par la capacité à inventer, à créer justement un futur. Alors on se demandait justement si c'est le fait de se détacher de l'image ce qu'il faisait justement, et on a l'hypothèse que ça permet d'enrichir encore plus en fait les définitions du métavers, de l'explorer encore plus. Parce que si on reste attaché aux images qui s'écoulent du métavers aujourd'hui, on serait quand même très pris par un discours des industries, encore une fois, du numérique, qui produisent ces images, alors que par le narratif, on est capable d'imaginer d'autres choses, donc de faire appel à une créativité, d'explorer justement l'univers du métavers par la créativité. Ensuite, et le deuxième point qui est par rapport à l'écriture justement du podcast, c'est que tant dans les autres médias, mais dans le podcast d'une manière assez... Recherche de connexion en cours. Voilà, oui, c'était les stress justement, mais bon, Pardon, Flore, elle me dit que j'ai plus Non, le non, mais temps. on aura le Donc, temps. donc, le deuxième point, c'est par rapport à l'écriture, mais qu'on voit émerger dans ces émissions podcast, c'est la figure justement du agent conseil, qui est une espèce d'un groupe qui est constitué par des conférenciers, des consultants, des patrons de petites agences ou de TPE, soit des intermédiaires, des non-professionnels de la communication, qui sont donc invités à prendre la parole dans ces émissions et à présenter leur vision, leur compréhension de ce qui est le métavers. Alors, ces agents conseils, c'est assez intéressant parce qu'on a... Recherche de connexion en cours. Ah, ok. Non, c'est bon, c'est ça. En fait, on a allé chercher justement, on a pris le nom des personnes qui ont été invitées, on est allé chercher sur LinkedIn comment elles se présentaient professionnellement parce que il n'y a pas une profession, il n'y a pas un groupe professionnel très décrit. C'est souvent des personnes qui vont se présenter comme amoureux des innovations ou plutôt comme consultant. Attends, il y a un nom que j'aime bien. Reality hacker. Reality hacker. Donc, Ascenseur. ascenseur. Oui, il y en a un qui se présente en Ascenseur, oui, voilà. Mais dans dans ces présentations-là, ah ouais, c'est ça, le premier, c'est ascenseur. Alors, je pense émotionnel, c'est dans mon cas, mais bon, bref. Donc, il parle d'ascenseur, mais c'est une idée de faire presque une idée de passeur, en fait, de quelqu'un qui va expliquer comment faire une transition, comment aller vers cet Internet du futur, comment votre entreprise, vous-même, ou la société en soi, elle peut se diriger vers ce futur qui est le métavers. Donc, ils ne viennent pas, ils ne sont pas des professionnels de la communication, ne sont pas de journalistes, ils ne appartiennent pas à un groupe professionnel très défini, mais c'est ces groupes qu'on appelle d'agents conseils qui viennent sur ces émissions-là pour asseoir une espèce d'autorité. On les distingue clairement en fait de mouvements de sciences citoyennes qu'on a pu voir au début du siècle XXI, et on les distingue beaucoup des causes en fait, comme on peut voir avec le féminisme, où on prenne la parole sur le podcast pour construire une parole collective ou quelque chose qu'on veut défendre dans l'espace public. On n'est pas du tout dans la même manière, le même temps, mais c'est justement cette idée d'une expertise qui est construite surtout par la passion, surtout par cette capacité à imaginer, à inventer, à se projeter. On a par exemple pour le podcast La Martingale un invité qui en fait la manière comme il est présenté, c'est un vrai passionné de NFT. Donc lui il va expliquer ce qu'est les NFT et en fait c'est qui fait son autorité pour aborder ces sujets-là, c'est parce qu'il est vrai passionné. Et donc c'est ces agents qui émergent avec ces émissions podcast. On pourrait aussi parler de la figure du pro amateur, mais on n'est pas là parce que ces personnes-là, elles sont déjà dans une démarche professionnelle. Le fait qu'elles prennent la parole dans des podcasts comme ça leur sert vraiment à asseoir cette légitimité, à créer un réseau professionnel, à peut-être avoir des nouveaux clients, des nouveaux professionnels dans leur réseau. Donc,
Voilà. Et juste un point avant de passer à la conclusion, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'eux, ils utilisent le podcast pour asseoir leur légitimité, étendre leur réseau professionnel, capter de nouveaux clients. Mais les animateurs podcast, parce qu'ils ont un podcast, ils sont invités dans des émissions radio. Et donc, leur autorité vient du fait qu'ils sont animateurs ou créateurs d'un podcast. Et ça, on voit avec particulièrement 3 personnes qui sont invitées dans des émissions à France Inter, etc. Et ils sont présentés, par exemple, Damien Douani, créateur du podcast Les Éclaireurs du numérique. Donc, ça soit son autorité aussi parce que j'ai créé un podcast. Donc, c'est assez intéressant. Alors, pour conclure, donc d'abord, c'est ce que vous avez compris, hein, mais donc le podcast, il fournit, en tout cas pour une thématique comme le métavers, une large capacité narrative, c'est-à-dire on fait appel pas uniquement à la question de technologie, mais on va s'éloigner de ce qui est la science-fiction, le gaming, le numérique en soi. Ensuite, il fait émerger dans son écriture un groupe qui est assez, comme la définition de métavers, comme la définition de podcast, qui est assez flou, qui n'a pas une frontière très définie, mais qu'on a décidé pour l'instant d'appeler d'agent conseil, c'est-à-dire je suis un passeur, je vais vous aider à transitionner, aller vers cet Internet du futur. Et ensuite, pour conclure, c'est l'idée aussi que ces podcasts-là, ils ne sont pas cloisonnés dans les plateformes d'écoute. C'est-à-dire, ces podcasts-là, ils sont utilisés comme des sources et de ressources. Et ce matin, il y a une question sur l'archivage. Et je pense que c'est intéressant, justement, parce que nous, on avait pensé un archivage, mais plutôt comme un archivage qui est source-ressource pour des discussions qui se passent dans d'autres plateformes. Donc, ces podcasts-là qu'on a étudiés, ils sont aussi sur YouTube, ils ont aussi des blogs, ils sont aussi sur des comptes Twitter, Instagram, etc. Donc, ce qui fait circuler cette parole bien au-delà, en fait, des plateformes d'écoute. Voilà, donc c'est à peu près... Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Merci beaucoup pour cette présentation. Thank you so much for this very insightful presentation. So now I'll hand over to Marion Ferranderi. Marion Ferranderi, bonjour. Donc, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et postdoctorante au LabEx ICA pour le projet AppLab, Apprendre par la bande. Et vos recherches portent notamment sur la représentation de la famille dans les médias traditionnels et numériques. Et c'est en partie de ça qu'il sera question dans votre présentation consacrée donc au podcast dédié aux jeunes parents, ou aux parents moins jeunes, mais aux parents quand même. Voilà. Et donc, je vous laisse tout de suite la parole après l'habituel va-et-vient technique. Oui, pourquoi j'arrive pas? C'est pas drôle, mais faire comme ça. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. So meanwhile, I'll present you in English. You'll have this honor. So your research focuses on representation of the family in traditional and digital media, which is one of the topics that will be addressed in your presentation, which is dedicated to podcast addressed to young parents. Allez profiter. Absolument. Donc, il y a le pouvoir, il faut tenir à la main ici. Je vais prendre sur les bien. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci à l'équipe organisatrice donc, de me permettre de vous présenter aujourd'hui les pistes de réflexion que j'ai pu explorer ces derniers mois au sujet des podcasts traitant de la maternité et de la parentalité. Alors, c'est une recherche que j'ai commencé à mener assez récemment en parallèle d'un postdoctorat qui n'a pas vraiment de rapport. Donc, c'est un travail en cours, une présentation assez exploratoire que je vais vous faire aujourd'hui sur les prémices de cette recherche. Donc, je vais vous montrer un panorama très large de ce qu'on peut trouver dans ces podcasts. Donc, comme l'a notamment... Alors, attendez, pardon, j'essaie de... Appuyez fort. On va essayer encore. Ok. Comme l'a notamment donc, rappelé Evelyne Cohen, on observe depuis 2016 une expansion de la production de podcasts indépendants en France et cet essor est largement investi par des titres portant sur la maternité et la parentalité. L'exploration de ces thématiques par le biais de dispositifs numériques n'est cependant pas propre au podcast. Elle se développe également sur les réseaux sociaux numériques, notamment YouTube, Instagram et depuis quelque temps TikTok également.
Et avant cela, sur les blogs, dont certains travaux, notamment en psychologie, montrent qu'ils peuvent opérer une forme de soutien à la parentalité, particulièrement, par exemple, à l'isolement maternel pendant la période du postpartum. Bien qu'il ne s'agisse pas à cette étape, dans le cadre de ma recherche, de questionner pour l'instant les usages de ces podcasts, dont on peut supposer qu'ils s'inscrivent dans la continuité des blogs, par exemple, je cherchais avant tout à décrire comment ces productions sont présentées à leur public comme des espaces permettant de diffuser un regard singulier sur la parentalité et ses normes contemporaines. Alors, pour cela, j'ai effectué un premier recensement à la main des titres de podcasts francophones sur 2 plateformes, Podcast Addict et Spotify, à partir d'une série de mots-clés relatifs à la maternité et à la parentalité, avant de réaliser une analyse statistique de cette offre, puis une analyse des discours d'accompagnement de ces contenus, avec pour projet de mener une analyse lexicométrique de leur paratexte pour en synthétiser les promesses au sens de François Jost, qui s'articulent, me semble-t-il, autour de 3 aspects centraux: soutien à la parentalité, intimité et authenticité, ce qui n'est pas nécessairement propre au podcast sur la parentalité pour ces 2 dimensions. Donc après un premier tri, j'ai répertorié 290 podcasts francophones disponibles sur ces plateformes d'écoute, ce qui était bien supérieur à ce à quoi je m'attendais. Et parmi ces titres, 85% sont français. Donc pour l'heure, l'analyse effectuée que je vous présente aujourd'hui porte uniquement sur ces 246 titres français. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un panorama assez large de cette offre de podcasts français. Donc de façon assez similaire à ce qu'a décrit Marie-Eva Le Saunier concernant le recensement des podcasts natifs d'information de l'Upcast, j'ai établi une base de données permettant une analyse statistique de cette offre à travers une série de variables qui, dans mon cas, portent à la fois sur les modalités de production, de diffusion, d'énonciation, les producteurs et les productrices de ces programmes, et enfin sur les thématiques abordées par ces contenus. Donc, pour commencer, on observe en premier lieu que jusqu'en 2017, on a un nombre de titres relativement faible portant sur ces thématiques. Un nouveau titre en 2014 et 2015, 2 en 2016, 3 en 2017. Et ce chiffre augmente ensuite de façon exponentielle. Il est multiplié par 4 pour atteindre 12 titres en 2018, 22 en 2019, 58 en 2020, pour se stabiliser durant les 2 années suivantes et diminuer de moitié en 2023. Alors, j'ai clôturé le recensement fin novembre, donc a priori, il n'y en aura pas beaucoup plus pour cette année. Donc, 2 remarques me semblent importantes ici. En premier lieu, ces données peuvent correspondre à un mouvement global d'expansion du podcast en France à partir de 2017 et donc augmente à un rythme assez semblable. Par ailleurs, on peut également faire l'hypothèse que la pandémie de Covid-19, plus spécifiquement les confinements successifs, ont encouragé à la fois la production de podcasts amateurs, notamment sur ces thématiques pour s'extraire d'une forme d'isolement parental générée par la crise, parfois d'ennui aussi, mais également celle de podcasts de prévention proposés par des professionnels de santé notamment. C'est en tout cas une piste qu'il me semble utile de suivre, qui plus est dans la mesure où le temps de parole des femmes a diminué dans les médias traditionnels durant le confinement. On peut se demander si ces facteurs n'ont pas, éventuellement, c'est une piste, encouragé le développement de ces podcasts majoritairement initiés par des femmes, comme on le verra tout à l'heure. Donc, sur l'ensemble des podcasts recensés, presque 58% ont diffusé un ou plusieurs épisodes depuis janvier 2023. Donc sont pour l'heure considérés comme en cours de diffusion, tandis que 42% n'ont diffusé aucun épisode depuis 1 an ou plus et donc sont donc considérés comme interrompus. Ce qui nous amène à considérer le nombre d'épisodes de chacun de ces titres dans la mesure où certains ont été interrompus très rapidement, au bout de 1, 2, parfois 3 épisodes, ce qui peut sans doute s'expliquer peut-être par le caractère amateur de cette activité dans certains cas, qui s'ajoute parfois à un emploi, la gestion du quotidien avec des enfants souvent en bas âge, d'autres loisirs, etc. On a plusieurs facteurs en tout cas qui peuvent expliquer ça. Donc comme on peut le voir ici, 26% du total de ces podcasts comptent moins de 10 épisodes, mais la majorité des titres recensés, presque un tiers, comptent entre 10 et 29 épisodes, et 21 titres comptent plus de 100 épisodes.
En ce qui concerne la périodicité de la diffusion, on relève en premier lieu que 36% des titres bénéficient d'une périodicité assez peu lisible. Parfois, on va avoir des épisodes qui vont être diffusés plusieurs semaines d'affilée, interrompus pendant très longtemps avec un seul épisode l'année suivante, puis de nouveau des épisodes toutes les semaines. Enfin, une diffusion assez anarchique qui va questionner aussi le degré de professionnalisation de cette activité. Cependant, pour 63% des titres tout de même, on observe une certaine régularité dans la publication des épisodes. Donc, parmi ces 157 titres, plus de la moitié sont diffusés de façon hebdomadaire, un tiers de façon bimensuelle, 8% une fois par mois. En ce qui concerne la durée des épisodes, un tiers des titres a une durée de 30 minutes à 1 heure et un autre tiers de 10 à 30 minutes. Alors là, ce sont des épisodes qui n'ont pas forcément le même type de format, on pourrait y revenir. On observe également que 15% des titres proposent des épisodes relativement courts avec une durée de moins de 10 minutes, alors que 11% des podcasts proposent quant à eux des épisodes de plus d'1 heure allant parfois jusqu'à 2h30. Ce qui peut être mis en lien avec la promesse d'intimité récurrente dans ces contenus qui proposent des conversations longues à bâtons rompus sur des trajectoires de vie parentale. Par ailleurs, pour 13% des titres recensés, il n'a pas été possible de déterminer de tranche de durée dans la mesure où celle-ci s'est avérée très variable pour un même titre. Par exemple, le podcast intitulé « Les petits plus zen » qui compte 133 épisodes, a une durée qui peut varier entre 10 minutes et 2 heures en fonction des épisodes. Donc cette variabilité semble être fréquente en ce qui concerne le podcast plus largement, qui ne subit pas les contraintes de la grille radio. Au-delà de la durée, on observe plusieurs formes récurrentes qui peuvent également être associées pour un même titre et varier en fonction des épisodes. Donc les principaux formats que j'ai relevés sont les suivants. On va avoir des interviews dans 65% des titres recensés, des témoignages, conseils, astuces proposés par l'hôte du podcast qui sont communément qualifiés par ces derniers et ces dernières d'épisodes solo. Donc ça concerne 50% des titres recensés. Et à la marge, on va avoir des podcasts de méditation, des documentaires, des débats et des émissions. Alors, parmi les podcasts qui proposent des interviews, on va avoir donc, dans 80% des cas, 80% des titres qui proposent des interviews de parents. Donc, ce qui va concerner au total 50%, plus de 50% de l'ensemble des podcasts recensés. 54% des podcasts d'interview proposent des interviews de professionnels, j'y reviendrai. Et c'est très rare, mais dans quelques cas, 1,2% de ces interviews, ce sont des enfants qui sont interrogés. Donc, on remarque très nettement que les interviews de parents et ou de professionnels et les épisodes dits solo sont majoritaires. Ces épisodes solo sont donc proposés par les hôtes, souvent les créateurs ou les créatrices du titre en question, qui se présentent dans de nombreux cas comme des professionnels ou tout du moins des spécialistes de la périnatalité ou de la parentalité. On peut donc se demander qui sont ces hôtes, ces créateurs, ces créatrices de podcasts. Et là, il semble que l'on ait affaire à 3 grandes catégories d'hôtes dans ces podcasts qui peuvent là encore se croiser les unes les autres, ce qui est très important dans les discours de ces derniers pour justifier, légitimer l'existence des podcasts et leur rôle au sein de ce microcosme. Donc sur un total de 233 titres dont j'ai pu identifier ces caractéristiques, on a donc 77,6% de parents, dont 41% se présentent uniquement comme des parents et ne mentionnent pas leur profession, ou de façon annexe, sans lien avec la création du podcast. On a 50% de professionnels dans des domaines liés à la parentalité et à la maternité. Sur ces 117 autres professionnels, 31% se présentent également comme étant des parents. Ce que l'on retrouve aussi chez les 8,5% de journalistes. Sur 20 journalistes identifiés, 12 insistent sur le fait là je mets volontairement au féminin, insistent sur le fait qu'elles sont également mamans, ce qui a été à l'origine de leur projet de podcast, par exemple pour Au revoir podcast à propos du deuil périnatal. On a donc une double entrée dans le domaine de la parentalité, à la fois par l'expertise, en premier lieu celle des professionnels de la santé et de l'éducation, et par l'expérience des parents eux-mêmes, qui, par le biais de l'acquisition progressive d'une expérience, d'une compétence parentale,
se présentent également comme des experts, certains et certaines se professionnalisant à leur tour pour accompagner les jeunes parents. On a par exemple un exemple de verbatim ici, de présentation d'un podcast qui s'appelle Atypique Kids, où on peut lire « Dans ce podcast, Nawel vous partage ses conseils, trucs et astuces, ses connaissances en neurosciences, son expérience de maman, de coach professionnel et d'experte en discipline positive pour vous accompagner dans votre parentalité particulière. » Ce qui est assez typique des présentations qu'on va retrouver dans ce corpus. Donc à ce sujet, si l'on s'intéresse au secteur professionnel dont sont issus les hôtes, donc là, je me suis attachée vraiment à leur présentation et à des regroupements qu'on peut faire dans les discours. On relève 10 catégories saillantes. Donc, on va avoir 26% de coachs, d'accompagnants, d'accompagnantes, surtout à la parentalité, qu'on pourrait additionner aux 12% d'entrepreneurs, d'entrepreneuses ou de mompreneuses. Ces podcasts participent d'ailleurs largement à la promotion du travail indépendant comme alternative aux difficultés de l'articulation travail-famille, documentée notamment dans l'ouvrage de Julie Lambourg, Sociologie des mompreneurs. On relève d'ailleurs à partir des éléments paratextuels qui accompagnent ces programmes que la maternité est souvent le point de départ de bifurcation professionnelle, que ces podcasts vont participer à la fois à documenter et à accompagner. 11% de ces professionnels viennent des professions de santé, donc des sages-femmes, des médecins généralistes, pédiatres, des infirmières puéricultrices. 10% viennent du secteur de la communication, donc souvent du marketing. On a aussi quelques influenceuses. 10% proposent des suivis thérapeutiques dits non conventionnels, comme des ostéopathes ou des sophrologues. 8% de journalistes, 5% d'accompagnants de grossesse et périnatalité qui ne sont pas des professionnels de santé, mais qui peuvent être attachés à des structures de professionnels de santé comme des conseillères en lactation ou des doulas. 5% de professionnels de l'éducation, donc on va avoir aussi des professeurs des écoles ou des éducatrices de jeunes enfants. 5% qui se présentent comme des professionnels du podcast et 3% de psychologues. Excusez-moi. Donc, on distingue 3 domaines professionnels saillants ici, les professions liées à la santé, notamment à l'accompagnement de la grossesse et de la santé des très jeunes enfants, les professions liées à l'éducation et les professions liées aux médias et à la communication. Alors, très rapidement, en termes de production et de financement, 13% de ces podcasts sont produits par des marques, des médias ou des studios de podcasts. Donc, par exemple, Parentissage, lancé en 2022 par Galia, une marque de lait infantile. Parents d'abord, lancé en 2019 par le magazine Femmes Actuelles, qui appartient au groupe Prisma Media, ou Fête des Gosses, lancé en 2022 par le studio de podcast Louis Média. Cependant, la très grande majorité de ces podcasts, donc 87%, sont identifiés comme des podcasts indépendants, ce qui ne signifie pas qu'ils ne sont pas étroitement liés avec l'activité professionnelle de leurs créatrices ou créateurs, puisque, comme on l'a vu, nombre d'entre eux, de ces podcasts, sont à l'initiative de professionnels exerçant notamment une activité indépendante, souvent, de coaching, et peuvent être identifiés comme des contenus vitrines permettant de promouvoir leurs activités. Par ailleurs, certains podcasts apparaissent comme des compléments à d'autres espaces numériques, tels que des blogs sur la parentalité, et vont proposer des contenus complémentaires. Enfin, donc 9% des podcasts sont apparus comme sponsorisés au moment du recensement, avec l'identification de pré-rolls publicitaires au début des épisodes. Une dernière dimension importante dans la catégorisation des hôtes est évidemment leur genre. Donc, sur l'ensemble des titres étudiés, 83% des animateurs ou des animatrices ou animatrices se présentent comme des femmes, souvent des mères donc, 12% comme des hommes, quasiment toujours des pères, et 5% que j'ai qualifiés de mixtes, qui sont souvent des couples parentaux hétérosexuels. Ce qui nous conduit à examiner les cibles de ces podcasts, identifiés à partir du paratexte, là encore. Donc, bien que la majorité soit initiée par des femmes, 62% de ces podcasts sont adressés aux parents, quel que soit leur genre. Certains titres insistent d'ailleurs sur cette dimension, comme un podcast qui s'appelle Aternité, donc là on a supprimé la première lettre, ou Mapaz, le village mapaternant, ou encore Parentissage. Cependant, 32% s'adressent spécifiquement aux mères et sont exclusivement animés par des femmes, contre 3% qui s'adressent spécifiquement aux pères et qui sont exclusivement animés par des hommes. Alors, je vais terminer
avec les thématiques abordées par ces podcasts, qui sont plus difficiles à quantifier dans la mesure où de nombreux titres sont articulés autour des trajectoires biographiques des parents interrogés et donc vont être plurithématiques dans certains cas. Donc l'analyse de l'ensemble permet néanmoins d'identifier finalement une forme de continuum de la maternité telle qu'elle est définie dans ce paysage médiatique, qui aide à en repérer les thématiques saillantes et récurrentes que l'on pourrait représenter de la manière suivante. Je suis désolée, j'ai oublié de le traduire en anglais. Donc je pense qu'on va vous pardonner. Donc on va avoir 3 périodes ici. La grossesse qui est en rose, c'était pas volontaire, une période transitoire d'apprentissage de la parentalité avec des très jeunes enfants au centre en bleu, et une période plus longue qui comprend l'enfance et l'adolescence, qui sont vraiment les 3 périodes qui peuvent être abordées dans ces émissions. Donc, pregnancy, birth, postpartum et child. Voilà. Et on peut d'ores et déjà dire que la majorité des podcasts se concentrent sur les 2 premières périodes. En ce qui concerne la grossesse, on a de nombreux récits qui racontent cette période de la vie, par exemple mois par mois, donc avec un épisode pour le premier mois, etc. Ou bien des angles plus précis, comme des titres sur les fausses couches et le deuil périnatal, comme Immense ou Au revoir. Et puis ces podcasts sont également couplés avec des récits d'accouchement. On a également des podcasts qui se concentrent donc sur la période de préconception, avec des thématiques relatives à la fertilité ou à l'homoparentalité, avec des titres qui relatent des parcours de PMA, par exemple Angie Story, le trimestre 0 ou bien Parcours. De nombreux podcasts portent également sur les premiers mois de vie de mère, parfois également le père, mais le plus souvent des mères, avec des titres qui se concentrent sur ce que vivent les mères durant la période du postpartum, par exemple Parle-moi de ton mois d'or ou le 4e trimestre. Des podcasts qui se concentrent sur la pratique de l'allaitement comme J'allaite ou Boobs ta maternité, et des programmes plus généralistes sur la puériculture centrés sur le soin des bébés et des jeunes enfants comme le podcast des parents curieux par Blédina. Là, on a encore un podcast de marque. Et donc la 3e période qui concerne davantage les parents d'enfants à partir de 3 ans et les adolescents. Donc là, on va avoir des titres qui portent sur l'adolescence spécifiquement, par exemple, comme Garde le cap ou Parentalité et adolescence, ou des programmes qui portent sur des questions beaucoup plus spécifiques, souvent liées à la santé des enfants. Donc, par exemple, être parent d'un enfant neuroatypique dans Tous pareils ou presque ou Atypique Kid, d'enfants malades comme parents d'un type diabétique ou porteurs de handicap comme dans les blabla d'Andy. Et puis, on a un ensemble de thématiques qui sont abordées de façon transversale à ces 3 périodes que vous pouvez voir en haut. Beaucoup de ces podcasts vont parler donc, de vie de famille, évidemment, de vie de couple, à partir donc, de thématiques parfois plus précises comme les séparations, ce qui est appelé dans ces podcasts la solo-parentalité. Beaucoup de podcasts sur les mamans solo, les familles recomposées avec des titres comme The Cool Step Family ou Belle-mère. On a aussi le thème de la santé physique et mentale qui est assez récurrent, plus largement le bien-être avec de nombreux titres traitant de développement personnel, un nombre conséquent de podcasts qui traitent d'éducation, souvent des épisodes proposés par des coachs ou accompagnantes en parentalité qui proposent des conseils d'éducation dites positives ou bienveillantes, et un autre sujet récurrent qui concerne l'articulation travail-famille, avec un sujet traité à cheval, encore une fois, entre ce domaine et celui du développement personnel, et qui vont aborder l'organisation de la vie quotidienne, de la gestion de la charge mentale. On a également des titres qui proposent à des parents de raconter leur trajectoire professionnelle et leur bifurcation. Plusieurs titres qui portent sur l'entrepreneuriat, qui est vraiment un thème récurrent, et quelques-uns sur l'expatriation. Et enfin, tout cela est également traversé par des enjeux plus larges qui figurent à gauche ici de cette figure, qui sont relatifs aux convictions, à la spiritualité, au style de vie, éventuellement à l'environnement géographique sur lesquels s'inscrivent les familles. Et donc, on va avoir des titres qui associent les sujets de la parentalité et de l'écologie, par exemple, ou de la parentalité et de la maternité et du féminisme, ou d'autres qui visent à questionner l'éducation à l'aune d'une pratique religieuse, comme par exemple les parents musulmans ou parents chrétiens.
Alors voilà, j'ai pas vraiment de conclusion parce que là, je vous ai présenté un panorama très large. Donc l'idée, c'est de l'articuler ensuite avec les contenus de ces programmes et leurs promesses qui transparaissent d'ores et déjà dans ce panorama, dont on peut voir quelques éléments vraiment saillants, notamment l'articulation entre les trajectoires professionnelles et la question du développement personnel aussi, qui est vraiment récurrente. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Marion, pour cette présentation très stimulante et qui montre bien justement l'une des étapes du travail du podcast, qui est celui de la constitution d'un corpus et de sa typologisation. Et une des difficultés qui est de construire des typologies déjà existantes pour des formats qui pour autant ne se conforment pas aux dites catégories. Mais je n'anticipe pas sur le débat qu'on aura tout à l'heure. Et donc, je vais accueillir à mes côtés Cécile Detraz. Bonjour. Detraz. Donc, voilà, désolée. Donc, Cécile, vous rejoignez le point commun en plusieurs des keynotes que nous avons entendus ce matin, puisque vous êtes d'une part journaliste pour la radio locale de Neuchâtel, mais aussi, je n'ose pas dire surtout, mais peut-être surtout, assistante doctorante à l'université de Neuchâtel et au sein de cette université, à l'Académie du journalisme et des médias, où vous réalisez actuellement une thèse sur le sujet donc, que vous allez nous présenter aujourd'hui. Et donc, cette présentation est intitulée « Les podcasts de récits intimes en Suisse romande ». Transmettre de l'information et créer du sens au travers des témoignages. Et donc là, on profite du délai pour vous présenter en anglais. So you're not only a journalist as a local radio station in Neuchâtel, so in Switzerland, but you are also and mostly a doctoral assistant at the University of Neuchâtel within the Academy of Journalism and Media. And your presentation has as an English title je ne vais pas traduire le titre en anglais. The presentation will talk about, here it is on the screen, and so I will stop talking now. Thank you. The floor is yours. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ma voix va tenir jusqu'à la fin de cette présentation. Ma présentation d'aujourd'hui revient sur certains résultats qui font... Je vais essayer de m'approcher du micro parce que je ne vais pas réussir à parler plus fort. Mais... Donc, ma présentation d'aujourd'hui, est-ce que c'est un petit peu mieux comme ça? Peut-être celui-ci, alors viendra mieux. Je vais essayer comme ça. Est-ce que c'est mieux? L'allumer. C'est mieux si c'est allumé. Voilà. Ma présentation d'aujourd'hui est un premier aperçu de certains résultats de mon travail de thèse qui est en cours, qui porte sur les podcasts de témoignages en Suisse romande, donc la partie francophone du pays. Avant de me lancer dans la présentation de mon travail, je vous propose de prendre juste quelques minutes pour un petit aperçu du paysage podcast en Suisse romande. Donc, la Suisse romande, c'est la partie que vous voyez en violet sur cette carte de la Suisse, qui est donc c'est minoritaire, mais on n'est pas la plus petite, qui compte environ 2 millions d'habitants. Il n'existe pas du tout de recensement, de typologie autour des podcasts en Suisse romande. Donc ici, je vais vous faire part de mes observations en fait, à la suite de mon travail de terrain que j'ai réalisé pour ma thèse. Les premières tentatives de création de podcasts dans les rédactions, là je parle vraiment uniquement dans les rédactions, se font autour de 2018-2019, essentiellement par le média suisse de service public, mais aussi par un journal de presse écrite qui encore aujourd'hui se démarque grâce à ses créations de podcasts. On n'observe pas du tout en Suisse de création de studios, de boîtes de production comme on a pu le faire en France, notamment je pense à Nouvelles Écoutes ou Binge Audio. Il y a quelques associations de soutien qui voient le jour, mais elles visent plutôt à soutenir le travail indépendant qui, par ailleurs, n'est pas toujours, voire rarement journalistique. Au niveau de la création de podcasts natifs dans les rédactions, il y a une différence vraiment énorme entre les rédactions locales et nationales. Presque tous les médias envergure nationale ont au moins testé ce format, tandis que dans les plus petits médias, certains n'ont jamais franchi ce pas. Il existe quelques histoires à succès de podcasts suisses romands qui ont rayonné à l'étranger ou qui ont su créer un peu une communauté autour de leur podcast.
Mais au contraire, il y a aussi certains médias qui sont allés jusqu'à faire complètement marche arrière et ne plus du tout ou très peu proposer ce type de création car ils n'arrivaient pas à trouver un business model qui marche. Et une dernière chose à préciser qui, c'est une hypothèse de ma part, mais explique peut-être cet essor quand même assez timide de la création de podcasts en Suisse romande, c'est évidemment notre consommation de podcasts français. C'est le cas pour absolument tous les médias. On est assez friand en Suisse romande de médias français en général. Donc, j'imagine aussi qu'au niveau des écoutes de podcasts, ça doit être pareil. Donc, pour revenir à ma recherche, elle porte sur un type particulier de podcast que je vais appeler dans cette présentation les podcasts de témoignage, ou que pour l'instant je traduis en anglais par Intimate Podcast. Ce sont donc des podcasts natifs qui sont créés par des journalistes dans le contexte de ma recherche. Et ces podcasts traitent de thématiques très diverses, mais qui ont pour point commun le fait de reposer donc, sur des témoignages individuels de citoyens ordinaires, entre guillemets. Les podcasts que j'étudie, donc par exemple pour thématique, la sexualité, l'orientation amoureuse ou sexuelle, les discriminations, tout genre, les relations humaines, l'identité et j'en passe. Voici quelques autres caractéristiques des formats que j'étudie dans ma recherche, donc qui sont tous, comme je vous l'ai dit, créés par des journalistes professionnels, donc qui sont détentrices d'une carte de presse. Petite parenthèse ici, je vais me permettre de parler uniquement au féminin quand je me réfère aux journalistes, parce qu'en effet, elles sont l'immense majorité, à une exception près, toutes des femmes à créer ce type de podcast en Suisse romande en tout cas. Dans ces formats, les journalistes restent généralement en arrière-plan. Dans une partie d'entre eux, on ne les entend pas du tout. Dans certains, on les entend un petit peu, mais la majorité de la place est vraiment laissée à la voix de la source qui livre son témoignage. Les épisodes ont également des durées assez différentes. Ils vont en général de 10 à 40 minutes, mais en principe, il y a quand même une continuité au sein du même podcast entre les épisodes. Donc, généralement, plutôt quand même des formats longs. Et je vous le disais, les sources prédominantes sont des sources ordinaires. Dans 10 podcasts sur 14 que j'ai étudiés, il n'y a aucune autre expertise que celle des personnes qui témoignent qu'ils n'est mobilisée. Ce qui veut dire que dans 4 d'entre eux, les journalistes font intervenir des experts, soit académiques, soit professionnels de la thématique abordée. Mais même dans ces cas-là, l'analyse reste une petite partie du podcast et la majorité du temps, la voix qu'on entend plus va rester celle de la personne qui témoigne. Une autre particularité, c'est que les témoignages, donc, vous l'avez compris, sont vraiment au centre du sujet. En fait, c'est le sujet, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir illustrer un phénomène qu'on aurait expliqué par ailleurs. C'est vraiment uniquement l'histoire de la personne qu'on raconte. Et pour finir, les podcasts qui sont analysés sont créés soit par des médias de service public, soit par des journaux de presse écrite. Je m'excuse, je n'ai pas tout très bien compris comment il fallait me parler pour que ce micro fonctionne. Voilà, donc si c'était trop désagréable, d'accord. Donc, je vous l'ai dit, une des particularités des sources qui témoignent dans les podcasts que j'analyse est d'être des personnes dites ordinaires, avec beaucoup de guillemets. Entendez par là qu'elles ne sont pas sollicitées donc pour leur... Excusez-moi, voilà. Donc, elles ne sont pas sollicitées pour leur expertise académique, professionnelle, vraiment pour leur vécu. Ce n'est pas non plus des représentantes, par exemple, d'une association. Et dans la littérature en études du journalisme, le constat ne marche plus. Ah, je pense qu'il n'a plus de batterie. Non, pas levé. Voilà, c'est réglé. Est-ce que celui-là? Je pense celui-là. Voilà, je le rallume. Voilà. Il marche. Voilà. Donc, dans la littérature en études du journalisme, le constat général tend plutôt vers le fait qu'il s'agit d'un type de source, donc les sources citoyennes ordinaires, un type de source qui est plutôt sous-représenté, même s'il y a d'autres études qui constatent une évolution, une meilleure représentation de ces apports citoyens dans le journalisme. Ça reste des études qui ont pu engendrer des discussions. Et au final, la conclusion est quand même plutôt de dire que ça dépend énormément d'un contexte national à un autre. Un autre point qui m'intéresse ici, c'est le constat dans la littérature existante que l'étude des sources et donc de la relation entre les journalistes et les sources est surtout concentrée sur les interactions entre journalistes
et des sources institutionnelles ou politiques. L'interaction entre les journalistes et les citoyens, elle a été étudiée, mais plutôt dans des cas particuliers de journalisme. Par exemple, tout ce qui relève des pratiques participatives en journalisme, donc où le citoyen devient acteur de la production d'informations, ou l'étude de médias qui sont parfois qualifiés par les chercheurs d'alternatifs. Un exemple serait par exemple la presse activiste. Vous le verrez, mais un petit peu plus tard dans la présentation, je m'intéresse beaucoup au travail d'Annie Chevaux sur les rôles des journalistes, mais plus particulièrement leur rôle dans la vie de tous les jours. Et en ce qui concerne la manière dont mon travail s'inscrit dans la littérature autour du podcast, déjà donc il y a cette envie de faire dialoguer les études du podcast à celles du journalisme. On l'a dit plusieurs fois ce matin, le podcast n'est pas qu'une affaire de journalisme, mais ici, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a cette idée, notamment qu'on peut retrouver dans les livres de Linares et de ses pairs, aussi de Spinelli et Dan, qui est de dire qu'en fait, avec l'âge d'or du podcast, comme on l'appelle parfois, il y a une grande partie de l'intérêt qui s'est évidemment porté sur, par exemple, son business model, l'envie d'expliquer sa croissance numérique, et que ça a peut-être un petit peu fait de l'ombre à d'autres études qui porteraient plutôt sur la manière dont le médium podcast permet de nouveaux modes d'expression et comment aussi il permet de créer du sens. Et plutôt dans cette optique-là que j'ai entrepris cette recherche. Donc, dans cette présentation, excusez-moi, je vais me concentrer sur les deux questions de recherche suivantes qui ont guidé une partie de mon travail, à savoir comment les journalistes et les sources perçoivent leur rôle dans la création des podcasts de témoignages. Et on verra ensuite comment ces rôles s'articulent en une relation particulière entre le journaliste et la source et quel impact a cette relation sur la création du podcast. Pour mener cette recherche, j'ai conduit une vingtaine d'entretiens qualitatifs semi-directifs, à la fois avec des journalistes productrices de podcasts, mais aussi avec des sources qui ont témoigné pour ces podcasts. Et j'ai ensuite mené des analyses de contenu de ces entretiens, mais aussi d'épisodes de podcasts. Alors, en ce qui concerne donc ma première question, pour y répondre, donc je vais d'abord vous parler de comment les journalistes perçoivent leur propre rôle et celui des sources, et ensuite on verra comment est-ce que ça s'articule en une manière particulière de travailler. La citation qui figure ici, là, que j'ai mis en jaune, elle résume vraiment bien ce que toutes les journalistes que j'ai rencontrées affirment quant à leur rôle. Ici, c'est une journaliste qui a créé un podcast sur les violences sexuelles envers les femmes en Suisse, et elle me dit « Je crois qu'être journaliste veut dire agir dans le sens noble de la politique, au sens du vivre ensemble. » En fait, c'est quelque chose qui revient chez toutes les professionnels que j'ai rencontrés, cette idée que leur travail devrait nous aider à nous comprendre les uns les autres dans une sorte d'exercice d'empathie et donc à faire société ensemble. Ce rôle, il fait écho à ce qu'Anich et Vos décrivent comme le journaliste en tant que connecteur. Dans leur travail sur le journalisme de la vie de tous les jours, ils identifient 3 domaines dans lesquels les journalistes interviennent: la consommation, les émotions et l'identité. Et en fait, au carrefour des émotions et de l'identité se trouve le journaliste connecteur qui, comme son nom l'indique, connecte l'audience à une communauté et à la société en créant un sens d'appartenance. Cette perception de leur rôle, elle entraîne également, donc du rôle des journalistes, elle entraîne une perception particulière du rôle des sources. Dans cette idée en fait de comprendre l'autre pour permettre un vivre ensemble, les journalistes considèrent le rôle des sources dans la création de podcasts comme vraiment très actif, comme il s'agit de leur histoire à elles et qu'elles sont les seules expertes de leur propre vécu au final. Les sources de leur côté, elles perçoivent leur rôle d'une manière qui peut paraître similaire, mais qui est aussi bien évidemment légèrement différente. Une grande partie des sources sont motivées à témoigner par l'envie d'aider d'autres personnes. Il y a vraiment cette idée de quand moi j'ai traversé ça, quand moi j'ai vécu ça, j'aurais aimé entendre quelqu'un qui l'avait vécu aussi. Mais cette motivation, elle est aussi couplée à d'autres motivations qui sont plus personnelles, liées parfois à un travail psychologique de la source ou à des questions de développement personnel. On pourrait donc résumer comme ceci: les sources agissent plutôt dans leur propre intérêt et dans l'intérêt des personnes concernées par la thématique, tandis que les journalistes, comme leur profession l'exige, agissent plutôt dans l'intérêt du public.
Donc, par la suite, je constate que la perception de ces rôles entraîne une manière de travailler qui me semble particulière, dans ce type de podcast en tout cas. Il semblerait que pour atteindre leur objectif, les journalistes font le constat qu'elles doivent travailler de manière beaucoup plus rapprochée avec les sources. Donc, il y a de la part des journalistes qui ne formulent pas en ces termes, mais ce que je perçois comme une intention de co-construction du récit avec les sources, parce que les journalistes estiment qu'en donnant un rôle plus actif aux sources dans le processus de création du podcast, ce récit, il sera plus proche au final des réalités et des préoccupations des communautés dont il est question, ou des niches dont il est question. Ça permettra donc de proposer un contenu plus proche de la vérité. Maintenant, je vais vous détailler de manière un petit peu plus précise quel impact ont ces perceptions sur le travail journalistique concret dans les podcasts de témoignages. Et pour ce faire, je vous propose d'aller voir en fait à chaque étape de la production ce qui se passe. Ces étapes, elles sont basées sur mes entretiens et il y avait ces mêmes étapes qui revenaient à chaque fois. La première étape, c'est l'étape du choix du sujet et aussi du coup du choix des intervenants. C'est une étape qui peut se faire généralement plutôt en totale déconnexion des personnes concernées. Notamment en fait quand le podcast n'est pas très connu. C'est ça qui est assez intéressant. La journaliste va choisir son sujet, va choisir les personnes qui l'intéressent dans son coin. Parfois, elle va toutefois passer par des associations qui sont actives sur la thématique dont il est question. Donc là, la journaliste va quand même travailler en collaboration, en tout cas sous les conseils de personnes soit concernées, soit renseignées, pour accéder ensuite à des personnes qui ne sont, elles, pas des représentantes institutionnelles. Ce qui est intéressant, c'est que les podcasts qui ont gagné une petite renommée permettent, eux, de faire émerger en fait les sujets des communautés directement. Il y a des personnes qui vont contacter les journalistes pour parler de leur vécu. Et dans ces cas, tout est venu à la journaliste qui n'aurait peut-être jamais pensé à ces histoires ou à ces personnes qui étaient complètement hors des radars médiatiques. La deuxième étape, c'est celle de la préparation. Et c'est vraiment un moment qui est clé pour la suite. Ici, la journaliste doit créer un lien de confiance afin d'accéder au récit personnel, honnête, vrai et intime de la source. Donc concrètement, ça va se faire par une transparence complète de la journaliste sur ses méthodes, sur le déroulé du processus, sur les droits de la source, sur son rôle, etc. Et le lien de confiance, ce qui est intéressant, c'est qu'il va se créer aussi dans l'autre sens, parce que c'est à ce moment-là que la journaliste décide si oui ou non elle fait confiance à la source, car il n'y aura par ailleurs aucun fact-checking en fait, sur le récit de la personne qui témoigne. Ensuite vient l'étape du tournage, de l'interview, qui se déroule selon les citations que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous allez très bien les lire. Donc, cette idée que l'interview doit vraiment être un moment où on laisse la personne dire exactement les choses qu'elle veut, de la façon dont elle veut, en étant le moins interrompue possible. La source, elle va plutôt être accompagnée par la journaliste sur des questions techniques, en fait, de storytelling pour veiller à ce que son histoire soit mise en valeur, selon les mots des journalistes, et qu'elle soit évidemment aussi comprise par les auditeurs et les auditrices. La dernière étape ensuite, celle du montage, va se faire sans les sources, parfois même sans journalistes. Des fois, les journalistes délèguent ce travail à des personnes de confiance. Par contre, tous les journalistes rencontrés soumettent leur montage aux sources pour pré-écoute avant diffusion. Et les sources peuvent alors faire des commentaires, des retours, des demandes aux journalistes. Pour conclure, quelques éléments de discussion et de conclusion. Donc, je vous ai montré que la manière de travailler des journalistes et des sources était motivée, aussi déclenchée par la perception de leur rôle de connecteur en ce qui concerne les journalistes. Mais en fait, il y a aussi une autre motivation à cela, celle de renouer un lien de confiance avec certaines communautés, avec certaines niches, comme on les appelle parfois en podcast. On n'est pas sans savoir que le journalisme traverse une crise de confiance, de la part de certains publics du moins, et les journalistes pensent que cette manière de travailler, en fait, plus proche des sources, plus proche des personnes concernées, permettrait de regagner la confiance de certains publics. C'est deux exemples que je vous ai mis ici d'une même journaliste, en fait, qui explique qu'elle avait finalement l'impression de faire un journalisme qui atteignait certaines personnes qui n'étaient plus intéressées par le journalisme ou qui n'étaient simplement pas intéressées par le journalisme et que ça engendrait un travail assez difficile parce qu'au final, elle avait l'impression de porter comme ça le poids des journalistes qui, par le passé, avaient pu trahir la confiance de certaines communautés.
Un autre point que je voulais aborder en conclusion, c'est qu'au début de ma présentation, je vous parlais du fait que mon étude voulait d'une certaine manière peut-être pallier, pas pallier, mais en tout cas contribuer au fait qu'on s'intéressait beaucoup à l'essor du podcast d'une façon numérique sans réellement se demander en quoi il permettait de nouveaux modes d'expression, de création de sens. Et en fait, l'hypothèse que je fais au final dans ce travail, c'est que peut-être que cette manière de travailler en fait est l'une des composantes qui peut expliquer, en tout cas en partie, l'essor de ce médium. Ce que je constate en fait avec le point précédent, c'est qu'en travaillant de cette manière, on va regagner la confiance de certains publics qui vont s'intéresser à notre podcast et donc finalement créer une communauté autour de notre podcast, peut-être même changer la perception que ces personnes ont du journalisme et toucher un plus grand nombre de personnes. J'aimerais terminer plutôt là, cette fois-ci, en questionnant, en portant un regard critique sur certaines dimensions aussi de ma présentation. Comme l'a affirmé notamment José Messi et donc Siatek, le podcast est parfois présenté comme une sorte de médium très démocratique, mais je pense qu'il faudrait aussi, dans de futurs travaux, peut-être questionner un petit peu ça. Il y a cette idée, en fait, aussi dans le discours des journalistes, de vouloir donner une voix à celles et ceux qui n'en ont pas à travers le podcast, mais évidemment que ces productions existent aussi dans une société inégalitaire et reproduit donc probablement aussi certaines de ces inégalités, notamment en fait sur tout ce qui est du profil des sources qu'on entend témoigner dans les podcasts. Ce que je constate de mon côté, sans avoir une recherche poussée là-dessus, c'est que les personnes qui témoignent semblent rester dans des catégories socio-professionnelles quand même assez élevées. Il s'agit par exemple de personnes qui se sont elles-mêmes manifestées, donc peut-être qui se sentent déjà légitimes, déjà à l'aise pour s'exprimer. C'est parfois des personnes recommandées par des associations parce qu'elles s'exprimaient peut-être déjà dans les médias à ce sujet, ou en tout cas qu'elles sont connues pour bien réussir à s'exprimer sur ces thématiques. Et les journalistes elles-mêmes que je rencontre avouent qu'il y a certains critères, notamment d'expression orale, qui excluent d'office certaines catégories de la population de ces podcasts. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Il a été très alerté par le fait que vous disiez qu'il n'y avait pas d'étape de fact-checking que vous en dites les journalistes. Or, l'un des principaux podcasts de témoignages en France qui s'appelle Transfert, on met très bien en avant le fait que justement, il procède à du fact-checking. Peut-être qu'on pourra en parler en off. Mais d'abord, j'ai une question peut-être générale pour le panel avant de donner la parole à la salle. Vous avez toutes et tous évoqué la question de la construction de vos corpus. C'est des corpus assez hétérogènes, mais ça reste des corpus de podcasts natifs. Donc, j'ai un peu anticipé ma question tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur la méthode de construction de votre corpus? Comment est-ce que vous avez identifié les mots-clés? Vous avez choisi les plateformes, pourquoi Spotify plus que Apple ou pourquoi Podcast Addict? Comment vous avez construit les mots-clés pour choisir vos corpus? Et puis surtout, comment vous avez fait pour identifier des thématiques ou des formats en disant, bah voilà, on a des podcasts d'interview, des podcasts de chronique, etc. Alors même que ce sont des formats ou des genres médiatiques déjà éprouvés qui ne correspondent pas forcément au podcast et que l'objectif même est de démontrer que dans le podcast, on a des formats médiatiques qui sont soit classiques, soit au contraire complètement différents et transformés. Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire, mais vous pouvez y répondre un peu, en partie, pas du tout. Voilà, c'est au choix. Qui veut commencer? Je peux répondre en partie parce que c'est assez simple de mon côté. Pour la sélection du corpus, en fait, mon corpus est exhaustif, c'est-à-dire que en fait, les podcasts que j'utilise sont tous les podcasts qui existent en Suisse romande. Tous les podcasts sur cette question, donc avec les critères que j'ai comment lancés. l'identifier justement? Voilà, alors comment l'identifier? Alors c'était, alors bon, il y a eu tout un travail de réflexion qui sera un petit peu long par rapport à la thématique générale, à l'aspect général des podcasts qui m'intéressaient. Et ensuite, voilà, c'est vraiment d'en faire une liste avec certains critères, mais en fait,
pour le coup, avec la Suisse, c'est vrai que en fait, le corpus de base est tellement petit qu'avec le critère de ça doit être du témoignage et ça doit être des journalistes. Et en fait, avec ça et le nombre de médias qu'on a à disposition, très facilement, on arrive au corpus que j'ai constitué. Donc ça, c'est un petit peu la chance de travailler avec un petit corpus. Juste pour poursuivre, la notion de témoignage en elle-même, alors bon, on peut la prendre de façon très basique, mais en fait, quand on essaye de définir, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Non, il marche plus. Non, il ne marche pas. Non, oui, peut-être. Oui. Mais si on essaye vraiment enfin, un témoignage, je veux dire, à la limite, et les trucs dans la rue, là, les micro-trottoirs, c'est du témoignage. Voilà, quand on pose une question à un politique, ça peut être du témoignage. Donc, c'est vrai que la notion de témoignage, elle paraît à la fois extrêmement évidente, mais elle n'est pas forcément facile à dire. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait rebondir? Mariella, on va dire quelque chose là-dessus. Oui. Propos de transition. Oui, merci, le film fonctionne. Effectivement, merci Arnaud, parce que je profite de la discussion pour rebondir là-dessus. Je me posais la question, dans un travail, moi, de recensement de l'offre de podcast natif que j'avais effectué, on avait aussi repéré cette catégorie particulière de podcasts, donc vous nommez soit Intimacy Podcast, soit témoignage. On avait finalement, nous, nommé des podcasts dits de tranche de vie. C'est-à-dire, c'est ça, hein, qui vont finalement donner la parole à des gens ordinaires. C'était un peu... Donc, je pense qu'on est vraiment sur la même catégorie. Et donc, ça pose toute la question sur un exemple précis hein, que vient de poser Fleur Bichulo, sur comment on arrive à la construction de ces catégories imparfaites, sans doute. Est-ce que, pour vous, ça a été lors de l'évidence et en même temps dans la traduction entre Intimacy Podcast et Témoignage Podcast, pour le podcast de témoignage, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Donc, est-ce que ça a été un obstacle pour vous ou finalement pas tant que ça? La première partie, vraiment, la constitution des limites, etc., ça n'a pas été un obstacle, c'était une étape, c'est vrai. Il y a eu un moment où j'ai dû me mettre à table, faire la liste de il y a ça qui rentre dedans, ça ne rentre pas dedans, etc., qui en effet reste imparfait, etc. La deuxième question, oui, ça c'est un obstacle et c'est un obstacle dans lequel je suis encore en plein dedans. Vraiment, ça fait partie de mes réflexions, donc par rapport notamment à la traduction et les mots que j'emploie. La raison pour laquelle j'avais finalement décidé de faire référence à ces podcasts par podcast de témoignage, parce que ça me semblait au final être quelque chose d'assez assez descriptif en fait, sans rentrer trop dans des termes un peu chargés, comme l'est par exemple la notion d'intime avec le podcast. Et d'où la question encore de la traduction en anglais, qui a été un petit peu une traduction de travail, je dirais, pour l'instant. Mais parce qu'en effet, l'intime en podcast, c'est très chargé, ça peut leur dire énormément de choses. On écrit des livres entiers dessus. Donc voilà, j'essayais, en tout cas, j'ai fait avec le français, avec en fait, de me distancier pour l'instant un petit peu de ça avant de décider vraiment. Mais c'est pour ça qu'on en était arrivé à tranche de vie, qui n'est pas parfait, mais c'était l'approximation dont j'étais le plus content, on va dire, dans tous nos débats. Parce que témoignage, finalement, il peut y avoir des éléments de témoignage dans quasiment tous les formats de podcast, puisque à un moment, il y a quelqu'un qui témoigne. Donc, ça dilue énormément, en fait, et il nous semblait que, de ce point de vue, le fait que quelqu'un témoigne n'était pas suffisant pour caractériser un format. L'idée de tranche de vie qui s'oppose de ce point de vue peut tout à fait s'opposer à témoignage d'intimité, intimiste, style je raconte ma grossesse, je raconte le deuil de mon enfant, etc., où on voit bien que la dimension intime. Dans tranche de vie, par exemple, il y avait une série de podcasts, c'était nos vieux métiers, machin qui raconte, le dernier bottier à Paris, comment il fabrique des chaussures. Il n'y a absolument rien d'intime et il n'y a rien de secret, il ne dévoile pas son intimité en particulier. Il raconte ça, alors évidemment, il le raconte à sa façon, il le raconte de ça à sa manière, avec ses mots à lui, il peut raconter sa vie, etc. Mais il y a l'idée de transmettre son savoir, sa connaissance, enfin ce genre de choses, qui quand même relève pas du même registre
que de raconter le deuil de son enfant mort à la naissance, quoi. Vraiment, on est dans un autre univers, en fait. Et donc, on était parti là-dessus, mais moi, je vous alerte sur le fait que dire que ces deux témoignages, alors je comprends bien quand vous nous dites que plus de 50% du contenu n'est que du récit d'eux, c'est vrai. Ça, je peux entendre que c'est dans le format, c'est un témoignage. De là à dire que c'est la catégorisation du podcast, là, j'en suis moins certain. Non, en effet, il y a des réflexions à avoir sur les catégorisations. Après, en effet, le fait que le podcast contienne des témoignages ne suffit pas. Ça doit vraiment être un témoignage unique. Et un seul. Et un seul, exactement. D'une seule personne. Exactement. On peut Donc, type transfert. Oui, pour notre campus, nous, on a fait une autre entrée puisqu'on n'est pas partie des plateformes de podcast. On veut essayer de comprendre comment un phénomène se construit dans l'espace public. Donc, on prend Twitter, c'est un choix comme un autre. Voilà, on aurait pu en faire un autre. Mais pour une fois, on ne prend pas les médias et on voit quels sont les podcasts qui sont considérés par l'espace public de Twitter, avec tous les guillemets du monde, par l'espace public de Twitter comme significatifs sur le thème du podcast. Ça marche, il n'y a pas de faux négatif sur la totalité, il n'y en avait qu'un des 125, il n'y en avait qu'un qui ne parlait pas de métavers, c'était un faux ami. Bon, après, on a essayé de regarder dans le restant du campus, il ne semblait pas y avoir de gros manques, peut-être qu'il y en a, mais enfin, il ne semblait pas y en avoir. Mais on ne l'a pas pris en cherchant dans toutes les plateformes de podcast à parler de métavers, on l'a cherché parce que ce n'était pas ça notre définition. Est-ce que Marion, Lucie, vous vouliez ajouter un mot là-dessus ou est-ce qu'on laisse la parole au public? Comme tu veux, c'est toi Moi, qui j'avais une question pour Marion. Alors, pour le dire. Voilà. Non, c'était une autre question pour Marion parce que en vous entendant, je me disais que c'est vrai que ces questions de parentalité, elles font l'objet depuis quelques années de beaucoup de controverses. Il y a des sujets assez aigus, assez brûlants, je ne sais pas, comme le time-out de Caroline Goldman, la prise en charge de l'inceste, l'accouchement surmédicalisé, patin, etc. Il y a beaucoup de thématiques, et bien avant le Covid, qui ont vraiment fait l'objet de très forts débats, controverses, etc. Et je me demandais justement, est-ce que d'après votre approche, le podcast est un support qui va mettre en scène ces controverses ou au contraire qui va les écraser, qui va je ne sais pas si vous avez travaillé suffisamment sur les contenus pour pouvoir répondre. Mais si, alors, on n'est pas vraiment encore travaillé de façon systématique sur les contenus. Pour l'instant, ce que j'ai principalement écouté, ce sont les premiers épisodes qui sont les épisodes de présentation qui vont expliquer la vocation, la promesse du podcast. Il y a quand même des éléments là-dessus, sur deux sujets, sur l'accouchement, beaucoup sur, alors effectivement, ils se présentent comme des ressources pour trouver des alternatives aux injonctions. Alors souvent on dit la formule et les injonctions de la société. Et donc, ils vont se présenter comme ça, mais pas nécessairement comme des objets de participants au débat, mais plutôt comme des ressources, des alternatives pour proposer donc, aux femmes souvent d'autres manières de vivre l'expérience de la maternité ou de la parentalité avec les questions d'éducation. Mais alors là, pour le coup, c'est assez différent. Pour l'éducation, là, on est plus... enfin, il n'y a pas de débat dans la mesure où les personnes à l'origine de ces podcasts sont convaincues de leurs approches éducatives. Donc là, fournissent vraiment des guides de comment bien élever un enfant. Donc finalement, la question du débat est très vite évacuée. Il n'y a pas d'opposition en fait. Donc voilà, lire en introduction, c'est un prétexte, ça permet de lancer le podcast en fait, mais pas vraiment d'en discuter dans les épisodes, en tout cas de ce que j'ai pu
Il y a d'autres questions dans le public? Oui. Ouais, au fond. Oui, je crois que j'avais le micro. En fait, les podcasteuses, je crois qu'elles utilisent parfois un terme qui est journalistique pour le témoignage, qui est le récit au jeu, jeu JE, à la première personne, en fait, qui justement aplanit cette dimension de témoignage et pourrait aussi correspondre à ce que vous racontez, c'est-à-dire une expérience de vie. Voilà, et c'est effectivement, j'ai été un petit peu. Je me demandais si vous connaissiez déjà cette expression, c'est-à-dire si vous aviez entendu les podcasteuses en parler et dire voilà, moi c'est du récit au jeu, et pourquoi vous avez préféré justement le terme de témoignage plutôt que ce terme-là. Voilà. Ouais. Alors oui, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais on fait plutôt chez les podcasteuses françaises. En fait, en Suisse, toutes les podcasteuses que j'ai rencontrées n'utilisent pas ce terme, ou alors peut-être qu'une d'entre elles l'a fait, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment partagé. J'essaye juste de réfléchir et je sais pas, en fait, dans l'histoire du récit au jeu, moi, ce que j'imagine, mais c'est peut-être pas le cas, c'est que je le comprends aussi vraiment, du coup, comme uniquement un récit de la personne de A à Z. Là, il y a quand même parfois, pas forcément, il y a aussi... c'est la vie. Oui. Oui, alors ça pourrait correspondre, je pense, à ce que j'étudie, mais c'est vrai que c'est pas un terme qui est vraiment utilisé, en tout cas par les professionnels en Suisse. Ouais. Vous avez des questions? Merci. Peut-être juste pour rebondir, mon éclairage, je forme mon podcast depuis pas mal d'années, donc 80% de femmes ont une formation en podcast. Vous avez cité certains de mes amis, Polo, la fiction sur le métaverse, Esther Vérancic, tous pareils ou presque. On est dans la catégorie des podcasts sur la parentalité et l'autisme. Moi, je dirais que en fait, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'un côté un corpus de journalistes en Suisse et que du côté de la France, de ce qu'on appelle les podcasteuses, on n'est pas forcément sur un format de journaliste. Il y a un mot qui est parvenu, enfin il y a deux mots, je trouve, qui sont parvenus, c'est autrice ou auteur et journaliste, qui sont des choses différentes. Et du coup, pour rebondir avec ce que vous disiez, la narration au jeu, c'est une nouvelle narration qui commence à arriver en France et qui est plus une vision d'autrice ou d'auteur et de mise en forme du récit et d'un certain storytelling, qui est d'ailleurs plus emprunté aux États-Unis, aux Américains, qu'à la tradition radiophonique française. Et le deuxième terme, c'est le terme de conversation, en fait, qui d'ailleurs est utilisé dans l'écosystème français beaucoup, pas forcément justement par les médias traditionnels, de la radio ou du podcast. Le Paris Podcast Festival, par exemple, a une catégorie qui est le podcast de conversation. Et du coup, de ce que je vois là, de ce qui émerge depuis tout à l'heure, on a finalement un collapse peut-être à établir entre des formats qui sont issus du journalisme et donc traduits dans la radio, des formats qui sont issus peut-être de la grille radio, par les documentaires de fiction qui sont établis, et peut-être ces nouveaux formats conversationnels, témoignages, mais on les passe à travers quel filtre finalement? Si on les passe en témoignage à travers le filtre journalistique, on va parler d'interview. Mais si on le passe à travers le filtre du do-it-yourself et du podcast, on va peut-être plus parler de conversation. Et finalement, le témoignage, il est un petit peu hybride et peut-être qu'il faut lui accoler un autre mot, le témoignage personnel ou le témoignage de récit d'expérience ou des choses comme ça. Il y a peut-être des collapses comme ça un petit peu à établir. Et dans ce champ qui est un peu nouveau, qui est le podcast, et puis du coup un peu en rupture aussi avec la radio. Et du coup, ça m'amène à ma question sur le corpus, sur les archives, qui est un sujet que tous les producteurs indépendants de podcasts, évidemment, interrogent, parce que c'est compliqué, c'est cher. Et du coup, je me demandais pourquoi vous aviez choisi deux podcasts de la radio et pas un podcast natif indépendant, pour essayer un petit peu d'explorer peut-être d'autres manières de mettre en scène, d'accéder aux archives, à la fois les archives classiques des médias français, mais peut-être aussi les archives du web. Mais vous avez complètement raison. C'est une belle piste pour la suite. Vous savez que c'était un corpus qui était vraiment à étoffer davantage. Et du coup, je réponds aussi à la question de Flore en même temps. Mais
je suis pas dans un corpus quantitatif, si je puis dire, hein. C'est vraiment des choix qui se sont faits au gré des rencontres aussi. Moi, je travaille pas mal sur le service public audiovisuel. Là, en l'occurrence, ça m'intéressait de voir un peu ce que Radio France proposait. Et puis après, il y a eu la question des genres qui est venue nourrir ma réflexion. Une fiction documentaire. Et c'est vrai que pour l'instant, je me suis intéressée surtout ce qui m'intéresse là, c'est vraiment les podcasts qui vont utiliser des archives télévisuelles radiophoniques, mais du coup qui vont livrer une histoire de la télévision et de la radio, en l'occurrence la radio de nuit, et puis des témoignages, je ne sais même plus si je peux dire ce mot, mais des documents télévisuels radiophoniques qui disent aussi de la manière dont ces événements ont été médiatisés, le Ghetto de Varsovie, etc. Mais c'est complètement à ouvrir en fait, donc c'est une très belle piste effectivement avec ces archives du web, ouais, complètement. Mais je l'ai pas encore ouverte. Voilà. Et par contre, je veux bien des pistes. Mais j'ai quand même une question pour vous. Quand vous dites archives du web, sous-entendu, ça lève la question du coût, parce que c'est pas les archives officielles, c'est ça? Mais il y a quand même des droits d'auteur et autres, non? Enfin, je sais pas, j'ai cru entendre que vous faisiez une différence entre archives du web comme c'est pas les trucs où il faut payer, quoi. Disons qu'en fait, les seuls qui peuvent payer en grande partie, il y a quand même des podcasts natifs qui ont des archives. Ils payent à l'INA, ça leur coûte en bas, mais en fait, dans la pratique de beaucoup de podcasts, il y a l'utilisation d'archives qui sont prises sur YouTube, mais qui sont souvent de l'INA, et à des endroits différents, parfois pour illustrer un sujet, parfois pour mettre ça dans un statut de générique et d'identité du podcast, pour faire le lien entre le sujet et l'archive, etc. Donc, en fait, il y a plusieurs pratiques de finalement une forme un peu de remix ou de s'approprier des archives. Donc, on ne va pas forcément payer des droits parce qu'en fait, on n'a ni la possibilité, ni le process, ni accès à la plateforme. Voilà, moi, j'ai fait, il y a 3 mois, j'ai fait l'expérience d'INA Pro, qui est la plateforme de l'INA pour y accéder. Vous êtes là, vous ne savez pas vraiment comment il faut faire, quoi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Alors que vous allez sur YouTube, ces mêmes contenus, vous pourriez les trouver et les intégrer. Et pour l'instant, il n'y a pas encore un gendarme des archives sur le podcast. Donc, il y a ces pratiques-là, en fait, qui quand même existent aussi, et qui sont peut-être intéressantes. Je précise juste que les 2 podcasts que j'ai choisis, en l'occurrence, l'idée était vraiment quand même de valoriser des fonds de Radio France et de l'INA. En l'occurrence, les auteurs n'ont pas payé du coup la mobilisation de ces archives dans les extraits, puisque Inalab, c'était ouverture absolue à tous les fonds. Et bon, ce qui est rigolo, et ça reste absolument entre nous, ça rien n'est enregistré. Tout est enregistré. Les autrices du podcast, en l'occurrence, n'ont pas du tout attendu le temps. En fait, sont allées sur Ina Media Pro, ont fait du quick time. Et généralement, dans ce qu'on entend dans leur podcast, c'est pas, elles ne sont pas passées par le long processus de l'INA. Vous l'avez souligné d'ailleurs. Oui, alors, c'est vrai qu'elle me racontait tout le processus avec la documentaliste. En l'occurrence, elle ne l'a pas beaucoup utilisé pour plein de raisons. Mais voilà. Absolument, Manon, je suis désolée, mais le temps court et je vous propose qu'on poursuive ce débat. Et avant, je laisse la parole à Madame. Merci beaucoup. Merci à tous, c'est très, très intéressant. Alors moi, j'ai une question, je vous demande de l'excuser si elle est peut-être naïve pour Cécile Détraz. Vous évoquiez le regret de certains journalistes de ne pas laisser la parole à certaines personnes. Alors, la manière que vous l'avez formulée, quelle justification elle vous exprime de peut-être disqualifier certaines paroles? Pour très clairement des questions d'expression orale, parce qu'il y a cette idée que quand on est dans du récit, du témoignage, du partage de vie comme ça, sur un temps long, elle trouve que quelqu'un qui a un trop fort accent, quelqu'un qui, je ne sais pas, aurait quelque chose d'autre du point de vue de l'expression orale, ne convient pas à ces formats. Voilà. Ça, en France, c'est vieux comme ça. Voilà, donc c'est vraiment dans une...
je peux pas parler à leur place, mais comme j'ai compris, c'est vraiment dans un... Oui, enfin, il y a encore cette idée très très forte, en tout cas dans les médiations, du bon client comme ça, on dit, de la personne qui s'exprime très bien, qu'on a envie d'écouter, et c'est quelque chose qui, comme je le disais en conclusion, est encore du coup même présent jusque dans les podcasts qui veulent donner la parole à tout le monde. Tout l'alliance. Ok, merci pour le complément. Merci beaucoup à tous les participants et participants de ce panel.